Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce qui devait être un petit blabla sur Zelda et qui s'est mystérieusement transformé en péplum. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Je crois qu'avec l'arrivée de l'E3, je me suis un petit peu emballée et quand il s'agit de Zelda, je suis intarissable. Bienvenue à tous les fans et théoriciens de Zelda et pour les gens qui sont là pour le côté dessin de la vidéo et qui connaissent pas vraiment Zelda, écoutez, j'espère que vous allez quand même passer un bon moment à m'écouter raconter des histoires et que les dessins vont vous plaire. Parler de Zelda en soi, c'est fun. Faire des théories, c'est encore plus fun. Et ce qui est encore plus fun, c'est de le faire maintenant, juste avant le 3. Comme ça, on pourra voir si on avait raison ou si on était complètement à côté de la plaque. Et franchement, j'ai tellement hâte que le 3 commence. Plus que quelques jours parce que c'est obligé. C'est obligé que Nintendo parle du nouveau jeu. Je ne suis pas certaine qu'on va vraiment avoir des infos sur le scénario du jeu en lui-même. En général, dans les trailers, ça reste toujours un peu vague, il n'y a qu'à voir celui de Breath of the Wild, mais on devrait au moins avoir des exemples de gameplay, et on devrait avoir un titre, et une date de sortie, et l'annonce d'un troisième jeu. Non, je déconne. Quoique. Bon, pour les gens au fond de la salle qui ne savent pas de quoi je parle, je replace le contexte. En 2017 est sorti le dernier jeu de la licence The Legend of Zelda, appelé Breath of the Wild, et ça a été un carton, plus de 20 millions d'exemplaires vendus. Le jeu a propulsé la licence dans les sommets du monde du jeu vidéo. Bon, les Zelda étaient déjà fameux avant, hein, mais là juste c'est devenu incomparable. Surtout que le jeu a un fandom très actif, qui aime théoriser et trouver les explications aux nombreux mystères que les concepteurs placent dans le jeu. Et oui, les fans sont très forts pour dénicher ces mystères et élaborer des théories. En fait, les fans ils sont tellement forts qu'il y a des fois ils te sortent des trucs, je suis sûre que même les mecs de Nintendo, ils y avaient pas pensé. Zelda, c'est aussi un jeu qui a un lore très développé. Définition. Le lore, c'est l'histoire du jeu avec un grand H, ce qui constitue l'univers du jeu. Donc les événements qui s'y déroulent, les peuples, les mythologies, etc. etc. Tout ça, ça s'appelle le lore, ok ? Breath of the Wild est un jeu qui a ramené beaucoup de nouveaux fans à la série. Et, en 2019, pendant le 3, alors qu'on se remettait à peine du choc qu'a été Breath of the Wild, Nintendo, l'air de rien à la fin de sa conférence, nous sort un trailer de 1 minute 27 annonçant rien de moins que la suite de Breath of the Wild. Easter egg total dans la salle, easter egg dans les chaumières, et autant vous dire que cette mystérieuse minute de trailer, elle a mis les théoriciens en ébullition. Car il n'y a aucune explication, juste des images. Et une musique un petit peu creepy. C'était assez surprenant cette annonce. Déjà j'ai trouvé que c'était assez tôt après la sortie de Breath of the Wild, et surtout on n'a jamais eu une suite directe, d'un point de vue scénaristique, à un des jeux principaux de Zelda. Il y a eu des suites, mais soit c'était pas la continuité de l'histoire, soit c'était sur des petits jeux de consoles portatives qui n'ont pas grand chose à voir avec l'histoire principale. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. D'autant que Breath of the Wild est le jeu le plus vendu de la licence, avec beaucoup de joueurs qui ont découvert Zelda grâce à ce jeu. Donc annoncer une suite, c'est pas rien, hein. Ils vont devoir faire au moins aussi bien que Breath of the Wild. Et quand on y réfléchit, c'est chaud. C'est chaud pour eux. Mais ça, donc, ce petit trailer, c'était en 2019. Et depuis, rien. Nada. Des clous. Rien d'autre n'a fuité ni n'a été annoncé. La seule chose qu'on sait, c'est que le jeu a continué son développement. Heureusement, le drame interplanétaire sinon. Mais à part ça, rien. Alors certes, une petite crise sanitaire mondiale est passée par là, et on imagine bien que ça a dû pas mal ralentir le développement du jeu, ne serait-ce qu'à cause des confinements. Et aussi, le 3 l'année dernière a été annulé à cause de la crise. Mais cette année, on va bel et bien avoir un E3 2021, et donc une conférence de Nintendo, et donc vraisemblablement des annonces sur Breath of the Wild 2. Ouais, on l'appelle Breath of the Wild 2 parce qu'on ne sait pas encore comment il s'appelle. Hein. Nintendo, franchement, vous auriez pu lâcher le vrai nom avant. Bref, certaines personnes doutent que Nintendo parle du jeu, mais vu comment le jeu est attendu et le fait qu'on n'ait eu aucune nouvelle pendant 2 ans, je pense pas que Nintendo va provoquer davantage les joueurs en leur mettant un gros vent. Hein. Surtout qu'on soupçonne quand même une sortie pour le printemps prochain, ou en tout cas l'année prochaine, donc il serait temps d'en parler un petit peu. D'autant que le trailer est très mystérieux et qu'en 2 ans, on a eu le temps d'élaborer beaucoup de théories sur le peu qu'on voit dans cette pauvre minute de trailer. Minute de trailer qui a été analysée, décryptée, décomposée, désossée dans tous les sens, parce que les fans c'est des fous, et parmi toutes ces théories, il y en a qui dépotent grave. Plausible ou pas, on va en discuter. D'abord, disclaimer, pour vous dire que cette vidéo est pleine de spoils sur les différents jeux Zelda, vous vous en doutiez mais je préfère le repréciser,
Vous voilà donc prévenu. Et aussi, je vais mettre en boîte de description les différentes chaînes de Zelda Tubers chez qui j'ai découvert ces théories, en plus des miennes évidemment. Pour pouvoir faire correctement le tour d'horizon sur les théories de Breath of the Wild 2, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur ce qu'il se passe dans Breath of the Wild, premier du nom, que je vais résumer vite fait dans les grandes lignes. L'histoire se passe dans un royaume nommé Hyrule, une terre sur laquelle cohabitent plusieurs races et qui est placée sous la protection de la déesse Hylia. Déesse Hylia qui a donné son nom au royaume, Hyrule, et à la race dominante, les Hyliens. Alors je dis la race dominante dans le sens où c'est la population la plus développée, pas dans le sens où ils seraient méchants avec les autres races ou quoi, non non. Les Hyliens donc sont en fait des humains mais avec des oreilles pointues comme les elfes. Ils sont dirigés par une famille royale et c'est à cette race qu'appartiennent nos deux héros, à savoir la princesse Zelda, qui donne son nom à la série, et le héros que le joueur incarne, Link. Ensuite, il existe plusieurs autres races, toutes humanoïdes mais pas forcément humaines, qui sont adaptées à leur environnement. Les Auras, peuple aquatique, les Gorons, peuple rocher, caillou, je ne sais pas, qui vit dans la montagne, les Korogu, peuple magique de la forêt qui vit en marge des autres peuples, les Piaf, qui, comme leur nom pas du tout poétique l'indique, est un peuple oiseau, et pour finir, dans le désert, on a le peuple le plus intéressant et mon préféré, les Gerudo. Les Gerudo ressemblent aux Hyliens, dans le sens où ce sont des humaines, mais elles ont leur propre culture, leur propre alphabet, leur propre culte, etc. C'est un peuple d'Amazones, des femmes guerrières, et elles n'acceptent pas les hommes dans leur communauté. Voilà pour les différentes races, mais je me dois de mentionner une communauté, a priori des humains mais pas vraiment des Hyliens, en tout cas ils sont à part, les Sheikah. C'est un peuple qui était autrefois au service de la famille royale et qui a connu son heure de gloire il y a fort longtemps, mais qui depuis vit à l'écart et semble plutôt sur le déclin. Tous ces différents peuples vivent en paix en Hyrule, et en Hyrule circule une légende vieille de 10 000 ans. Alors petite parenthèse, une légende de 10 000 ans, sérieusement? Vous visualisez à quel point 10 000 ans c'est énorme? Non, vous visualisez pas. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la réalité, dans notre monde, il y a 10 000 ans, il n'existait encore aucune forme de civilisation. Pas de ville, pas d'écriture, pas de société construite, rien. Aujourd'hui, on a des smartphones et des super jeux vidéo. 10 000 ans, c'est incroyablement long pour des êtres vivants. Et là, on nous dit « Oh, une légende vieille de 10 000 ans !» Non mais quoi? Bon, fin de la parenthèse. En Hyrule, circule une légende vieille de 10 000 ans, donc, qui dit que, à chaque ère, une terrible créature démoniaque nommée Ganon le Fléau sort des entrailles de la terre pour dévaster Hyrule avec son armée de monstres. Et pour s'opposer à lui, nous avons une prêtresse royale, c'est-à-dire la princesse, celle qui est la descendante de la déesse Hylia, ainsi qu'un héros élu par la déesse capable de manier l'épée de légende, une épée dont la lame purificatrice peut pourfendre le mal. Et ensemble, ils s'opposent à Ganon et arrivent à le vaincre. Et c'est un cycle qui se répète, à chaque fois que Ganon débarque, l'héritière de la famille royale du moment et l'âme du héros fraîchement réincarné vont l'affronter et le renvoyer là d'où il est sorti. La légende dit aussi que, lors de la dernière apparition de Ganon le Fléau, les différents peuples se sont alliés à la prêtresse et aux héros de légende pour les aider dans leur combat. Et plus particulièrement les Sheikah, qui étaient alors à l'apogée de leur technologie, et qui ont construit une armée de robots pour aller mettre une raclée aux monstres et à Ganon. Le plan marche comme sur des roulettes, Ganon le Fléau est terrassé par le héros et son épée sacrée, la prêtresse royale utilise ses pouvoirs divins pour le sceller, et c'est une victoire. 10 millénaires passent, et au moment où commence notre histoire, Ganon est de retour. Mais a priori tout va bien, parce qu'on a une prêtresse royale, nommée Zelda, un héros de légende, nommé Link, et on ressort l'armée des robots. Tout est prêt pour aller mettre une dérouillée à Ganon et ses monstres, comme dans la vieille légende. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Ganon, qui s'était déjà fait avoir par ce même plan la dernière fois, ne se fait pas avoir une deuxième fois. À peine ressurgi des entrailles de la Terre, il utilise son pouvoir maléfique, la malice, pour corrompre l'armée de robots et les retourner contre le peuple d'Hyrule. Bon, apocalypse totale, le peuple est massacré, Hyrule est dévasté, mais heureusement, Zelda parvient à utiliser ses pouvoirs pour stopper Ganon et le contenir dans l'enceinte du château. Link, notre héros, est très gravement blessé, mais sauvé in extremis. On s'épargne tous les détails du jeu, ce n'est pas le propos de cette vidéo, mais en résumé, après avoir cherché 900 noix Link a retrouvé la forme et part enfin affronter Ganon au château d'Hyrule.
Il parvient à affaiblir le démon, Zelda intervient et parvient à le sceller définitivement. Le combat a été rude, mais ça y est, Hyrule est sauvé, une nouvelle ère de paix peut enfin commencer. The End. Et là, on peut légitimement se demander, mais si tout est bien qui finit bien, que diable peut bien raconter la suite du jeu? C'est une bonne question, pote Scarabée, et c'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre. Que voit-on dans le minuscule trailer de Breath of the Wild 2? Zelda et Link qui voyagent ensemble, dans ce qui semble être des souterrains aménagés ou possiblement des cavernes, en tout cas ça semble ancien et dégradé. On voit Zelda passer sa torche devant une fresque murale, puis on les voit dans une salle dans laquelle repose une momie dans une position anormale, de laquelle sort de la malice, celle de Ganon, et qui a une main verte plantée dans le torse. La momie bouge, éboulement, Zelda a l'air de tomber, Link l'aide, il tombe à son tour, il est rattrapé in extremis par la main magique, qui n'est donc plus plantée dans la momie. La momie se réveille complètement, en mode super flippant, et enfin on a un plan large du paysage d'Hyrule montrant le château qui semble subir un tremblement de terre et se surélever mystérieusement. Au passage, le château d'Hyrule dans tous les jeux, il s'en prend plein la mouille. Et donc voilà, c'est la fin du trailer. On pourrait se dire qu'il n'y a pas grand chose à en tirer, mais les fans de Zelda sont exceptionnels, et il faut voir les scénarios de ouf qu'ils ont réussi à extirper de cette pauvre petite minute de trailer. La première chose que je pense, c'est que cette suite va beaucoup plus revenir sur le lore de la série. Je veux dire par là, le premier jeu c'était la découverte du monde d'Hyrule, notamment de la carte immense et du gameplay. Toutes les quêtes du jeu, les sanctuaires, les Korugu, les créatures divines, etc., elles sont là pour nous pousser à explorer, à faire la connaissance des autres peuples, à s'attacher à eux, notamment avec les prodiges et les descendants, etc., etc. Mais maintenant que ça, c'est fait, qu'on a découvert le monde, ses mécanismes, et qu'on a résolu la quête imminente qui était d'éliminer Ganon et sauver Zelda avant la fin du monde, là maintenant ça c'est fait, on va enfin connaître la vraie histoire du jeu. Certains parmi vous vont me rétorquer « Mais on la connaît l'histoire du jeu, tu viens toi-même de nous la raconter !» Ah bon ? Parce qu'en prenant juste les éléments qui nous sont donnés dans Breath of the Wild, en vérité, on ne sait rien. Je vous pose la question. Le pouvoir de Zelda, il vient d'où ? Pourquoi elle serait dotée d'un pouvoir divin ? Et c'est quoi cette épée magique qui choisit un héros je ne sais quoi là ? Et ça sort d'où que les Sheikah, ils ont plusieurs millénaires d'avance sur les autres peuples ? Genre tout Hyrule est bloqué dans le Moyen-Âge et eux, ils font des robots et ils peuvent se téléporter ? Excuse me ? Et enfin, question ultime, c'est quoi ce bordel avec Ganon ? Parce qu'il est quand même super énervé le gars, il revient encore et encore et encore pour tenter de détruire Hyrule. Pourquoi ? C'est quoi son problème ? Donc on nous dit, ok, donc toi t'es le héros, tu dois tuer le méchant de l'histoire, qui est Ganon, et porter secours à la princesse, et ensemble vous allez sauver Hyrule. Et c'est tout. Comprenez bien, les réponses à ces questions, on les connaît, mais on les connaît que si on a joué aux autres jeux. Dans Breath of the Wild, on nous dit rien. Et je pense que, comme Nintendo a décidé très tôt de faire une suite, ils ont simplement laissé le premier Breath of the Wild se concentrer sur la façon de jouer et l'aventure en solo de Link, pour que le joueur soit bien immergé dans le jeu, et qu'ils ont gardé les intrigues scénaristiques importantes pour la suite, maintenant que les bases sont posées. Et c'est malin je dirais, parce que ça leur permet de faire une intrigue globale plus intense que s'ils avaient fait un seul jeu. Là au moins ils peuvent exploiter plus d'idées. Alors on va commencer par rappeler les quelques petites infos que les concepteurs du jeu, et en fait principalement Aonuma, nous ont donné, ce qui va permettre de virer d'emblée quelques théories. Contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, Aonuma n'a jamais dit que le jeu serait ultra dark. C'est la personne qui l'interviewe qui fait le parallèle avec Majora's Mask. Lui, ce qu'il dit, c'est que le trailer qui nous a été montré est plus sombre que ce qu'on a vu dans Breath of the Wild. Et de fait, c'est tout à fait vrai. Mais il précise que ça signifie pas que tout le jeu sera comme ça. Donc que le jeu ait des passages plus sombres, ok. De là à en déduire que le jeu va limite devenir un survival horror avec des zombies à tout bout de champ, n'exagérons rien. C'est vrai qu'on a eu des moments très glauques dans les autres Zelda, d'où notamment des zombies, mais ce nouveau jeu, c'est la suite de Breath of the Wild, ils vont pas radicalement changer d'ambiance. D'abord parce qu'on s'adresse aux mêmes joueurs, et que parmi ces joueurs, on a quand même un jeune public, et je crois pas que les gens comprendraient d'avoir eu un premier jeu frais, lumineux, plein de nature et de mélancolie, et tout d'un coup d'avoir une suite beaucoup plus sinistre. Un peu plus sombre, oui, mais beaucoup plus, non. Il faut que le jeu plaise à un maximum de gens. Autre information donnée par les concepteurs à propos de la carte. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils voulaient continuer à exploiter le monde si vaste qu'ils ont mis en place dans Breath of the Wild. Et vu tous les détails et les efforts qu'ils ont mis dedans, je veux bien les croire.
Ce qui signifie donc que c'est bien la même carte qu'on va avoir. Hein. Pas un monde parallèle, pas un nouveau continent à explorer loin des Hyrule, non. Ils disent que pour eux, il y avait encore des choses à faire avec cette carte, encore du potentiel, et qu'ils voulaient exploiter ça. Il va y avoir de nouvelles choses, mais ce ne sera pas un nouveau monde. Et enfin, dernière info, on nous dit bien que le gameplay va être renouvelé, pour une nouvelle expérience de jeu. Rien d'étonnant, hein, Nintendo a toujours mis l'accent sur le gameplay avant tout, et ce serait sans doute un peu redondant que tout tourne à nouveau autour de la technologie des Sheikah machin truc, ce qui voudrait dire, a priori, plus de tablettes Sheikah. Alors comment ils vont justifier son absence, je ne sais pas. Peut-être que c'est les scientifiques qui vont la récupérer, peut-être que c'est Zelda qui l'aura avec elle, on verra bien. Maintenant que tout ça s'est reprécisé, on va reparler de 2 points que j'ai évoqués, la carte et le gameplay. Je pense déjà que c'est sur ces 2 points qu'on va avoir le plus d'infos dans le prochain trailer, parce que souvent l'accent est beaucoup plus mis sur la façon de jouer. On nous montre Link en train de se battre, de se déplacer, etc. Beaucoup plus que sur le scénario, qui reste en général assez flou jusqu'à la sortie du jeu. Et à partir du moment où on va voir le gameplay, on va forcément aussi voir un peu du décor, ce qui devrait commencer à lever le voile sur la carte. Alors, quelles sont les théories sur le gameplay et la carte ? Eh bien, la scène qui met la puce à l'oreille sur la nouvelle façon qu'on aura de jouer Link, c'est ce passage du trailer où la main magique, celle qui avait rattrapé Link, semble en quelque sorte se greffer à lui. En tout cas, si c'est pas la main, c'est quelque chose de similaire, une magie qui ressemble. Et beaucoup de gens ont fait le rapprochement avec ce concept art qui avait été présenté par Nintendo lors d'une conférence où il parlait de la conception du jeu. Et sur ce concept art, on voit une idée de gameplay qui consistait à faire du bras de Link, donc ce bras qui serait devenu magique, un espèce de truc multi-usage qui pourrait se transformer en plein d'objets différents, comme l'inspecteur Gadget. Ce qui est osé comme concept, mais vachement intéressant. En fait, c'est un peu la même chose que la tablette Sheikah, mais poussée au maximum. Pour ma part, je suis plutôt partisante de cette théorie, pas parce que le concept art est une preuve en soi, il y a beaucoup de concept art qui sont des idées définitivement abandonnées, mais plutôt parce que Nintendo a fait le choix de montrer cette main qui se greffe à Link dans la courte petite minute de trailer. C'est forcément que c'est important, sinon à quoi bon ? Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Toujours concernant le gameplay, on a beaucoup parlé d'une Zelda qui serait jouable. On a parlé notamment de ses cheveux courts qui la rendraient plus facile à modéliser. D'autres gens disent que les cheveux courts, c'est juste symbolique par rapport à la psychologie du personnage. Ou bien les deux, ça peut être à la fois symbolique et en même temps une façon de simplifier la modélisation du personnage. Avant d'aller plus loin sur la théorie d'une Zelda jouable, je voudrais revenir sur les changements qu'a connus la licence avec Breath of the Wild. Les concepteurs avaient clairement dit pendant le développement du jeu qu'ils voulaient renouveler la série, repartir sur des nouvelles bases. Et ma foi, il est vrai que les jeux commençaient un peu à s'enliser et à tourner en rond dans les mécanismes et les éléments de scénario. Ce renouveau annoncé avait pas mal inquiété les fans, parce que les fans de toute façon, ils veulent des jeux innovants, mais en même temps, ils tapent des scandales dès qu'on change un truc. Par exemple, quand Link est devenu droitier, ça a fait tout un pataquès, alors que perso, j'avais même pas percuté, ça change rien au jeu, donc bon. Et alors la tenue verte traditionnelle de Link, vous savez la tenue de lutin là avec le capuchon pointu. Quand on a vu dans le trailer de Breath of the Wild que Link n'allait plus avoir cette tenue, repataquès. Alors que, sérieusement, c'est mignon ce petit déguisement quand Link il est enfant, par exemple dans Wind Waker, ou dans les jeux où les personnages ont un aspect chibi comme dans les jeux 2D. Mais enfin, le pro chevalier qui va affronter le monstre ultime habillé comme un nain de jardin, on est d'accord que c'est bof. Je préfère 1000 fois la tenue bleue, sincèrement. Bref, toujours est-il que les fans étaient inquiets, mais à mon avis, pour rien. Parce que quand on joue à Breath of the Wild, alors ok, le jeu il est super innovant dans le gameplay, mais l'histoire, c'est exactement la même tambouille qu'avant. Même si vous n'avez pas joué au précédent Zelda, je vous le dis, c'est les mêmes personnages, c'est la même histoire. C'est Ganon qui revient, Zelda la princesse et Link le héros qui vont l'affronter, l'épée, les Sheikah, les différents peuples à aller voir. Il y a même une grosse partie de la géographie qui a été reprise, par exemple le lac Hylia ou le temple du temps. Et le château d'Hyrule, celui qui est destroy dans tous les jeux. Cela étant dit, considérant la volonté de Nintendo de renouveler le gameplay, une Zelda qui serait jouable, c'est envisageable. Mais considérant la façon qu'ils ont eu de protéger les concepts habituels, une Zelda jouable, j'y crois pas trop. Parce que ça casserait tout le principe de l'aventure solo de Link, et vous l'avez bien vu dans Breath of the Wild, on joue Link et Link uniquement. Si Zelda est jouable, je tablerai plus sur un système tel qu'on l'a vu dans Wind Waker.
Dans Wind Waker, on peut demander à des personnages de nous accompagner, éventuellement de les faire interagir avec un objet ou un lieu, et même parfois on peut les contrôler momentanément. Ce genre de Zelda jouable, je veux bien y croire. Mais une Zelda qu'on jouerait comme on peut jouer les persos par exemple de Hyrule Warriors, en switchant d'un personnage à l'autre, ça j'y crois pas. Et même j'aimerais pas. Je trouve que le lien qu'on a avec Link, le fait qu'il nous personnifie en tant que joueur, c'est sacré et ça fait partie du charme du jeu. À l'inverse des RPG par exemple, où on passe d'un personnage à l'autre et du coup, on n'est jamais vraiment un personnage en particulier. Et je trouverais ça dommage dans un Zelda. Toujours à propos d'une Zelda jouable, j'ai entendu pas mal de gens dire que Zelda serait jouable car elle a un pouvoir particulier. Celui qui est, entre guillemets, de désinfecter le mal. Donc si elle était jouable, elle pourrait par exemple exorciser des créatures possédées par la malice, ou un truc dans le genre. Idée que je trouve assez sympa sur le principe, en tout cas ça donnerait à Zelda un rôle actif et super intéressant, mais il y a un gros bémol. À la fin de Breath of the Wild, la dernière scène du jeu, la scène finale, la dernière chose que Zelda nous explique, c'est précisément qu'elle n'a plus de pouvoir, qu'elle ne sent plus le pouvoir de la déesse, qu'elle n'entend plus les voix sacrées, etc. Elle dit même que c'est peut-être parce que son pouvoir s'est épuisé à force de lutter contre Ganon, et on comprend, la pauvre, un siècle non-stop à le contenir, ouais, on comprend qu'elle soit arrivée au bout du truc. Alors bien sûr, on peut toujours dire qu'au moment où l'histoire va reprendre, ses pouvoirs auront recommencé à fonctionner, ou même qu'ils vont réapparaître pendant le jeu, ça pourrait donner lieu à un élément de scénario intéressant. Mais là, d'un point de vue de la cohérence entre les jeux, je trouverais ça un peu naze. Parce que genre on nous dit à la fin du premier jeu, Zelda n'a plus de pouvoir, et dans la suite, ah mais si c'est bon en fait elle les avait toujours. Vous voyez, quel était l'intérêt d'insister sur cette information si finalement ça sert à rien? Niveau cohérence, on peut faire mieux quand même, mais bon, on verra bien. Quelque chose par contre que j'espère trouver dans le nouveau gameplay, et qu'en fait il a été assez décevant de ne pas avoir dans Breath of the Wild, c'est la capacité de faire de la plongée. Et oui, dans beaucoup de Zelda, on pouvait plonger, c'est d'ailleurs à ça que servait la tunique Zora à la base, et on pouvait explorer les étendues d'eau. C'est un peu étonnant que dans Breath of the Wild, qui a vraiment progressé sur toutes les mécaniques d'exploration, on ait juste régressé sur le point de la plongée. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'était trop compliqué à intégrer dans le jeu? Est-ce que ça faisait trop de surface à explorer entre les lacs et la mer? Parce qu'on a quand même un sacré bout de côte et de plage, donc effectivement, ça fait une grosse partie de zone à fouiller avec du décor, des éléments à rajouter. Bon, peut-être effectivement que c'était trop compliqué à mettre en place. Ou bien, ils ont fait exprès de nous garder ça pour la suite. Hein? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit temple planqué sous le lac Hylia? Toute cette énorme étendue d'eau là, et il n'y aurait rien en dessous? Suspicious. En tout cas, ce serait un bon moyen de débloquer des zones de la carte. La carte qu'on connaît déjà certes, mais du coup on pourrait l'explorer différemment. Parce que c'est quand même une des grandes inquiétudes pour cette suite. Vu qu'on a déjà débloqué la carte, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir explorer dans le 2? Alors bien sûr, on peut toujours imaginer que la suite sera beaucoup moins axée sur l'exploration, vu que les concepteurs ont précisé qu'ils voulaient rester sur la même carte. Mais je pense que pour la plupart des joueurs, moi y compris, l'absence d'exploration, ça mettrait automatiquement le jeu en deçà du premier. Ce serait forcément moins bien. Et je pense que les concepteurs en ont conscience. Mais alors, comment ils vont s'en sortir? Bon, en plus des étendues d'eau, le trailer a l'air de suggérer des cavernes ou un réseau souterrain, ou les deux. Ensuite, on pourrait bien sûr avoir quelques bâtiments qui seraient déjà reconstruits. Et éventuellement des zones qu'on ne pouvait pas explorer jusqu'ici, vous savez, ce fameux mur invisible là qui nous dit « vous ne pouvez pas aller plus loin ». Peut-être qu'ils vont repousser les limites du territoire et donc débloquer quelques nouvelles zones. En tout cas, avant d'aller dans le dur des théories, notamment celles qui concernent le scénario de l'histoire du 2, je voudrais en terminer avec les théories qui vont à l'encontre de ce que les concepteurs même du jeu ont annoncé. Et c'est en lien avec la scène finale du trailer, quand on a une vue large du paysage d'Hyrule. Beaucoup de gens ont tiqué sur l'absence de technologie Sheikah. On voit pas les tours, on voit pas les sanctuaires. Et donc on a vu des théories comme quoi ce serait la preuve que l'histoire se passe dans le passé, puisque la technologie Sheikah n'est pas encore visible. Alors, pour ce qui est d'une histoire qui se passerait avant les événements de Breath of the Wild, donc avec une Zelda et un Link qui n'ont pas encore affronté Ganon, Ganon qui ne serait pas encore réapparu. Alors ça, c'est juste pas possible, parce que Nintendo a dit que la suite était a sequel, mot anglais.
quand l'histoire se passe avant les événements qu'on connaît, ça s'appelle une préquelle, en français et en anglais d'ailleurs. Donc, à moins que Nintendo ne sache pas parler, s'ils ont dit séquelle, c'est pas préquelle, c'est séquelle, point barre. Et de toute façon, ça n'aurait aucun sens que l'histoire se passe dans le passé. Quel intérêt déjà, puisqu'on connaît la finalité. Et ensuite, si ces événements se sont passés avant Breath of the Wild, une momie, un château qui se déplace, etc., on en aurait forcément entendu parler dans le jeu. On a du mal à croire que ce genre d'infos aurait été oublié. En revanche, sans aller jusqu'à dire que le jeu se passe dans le passé, on peut très bien imaginer que cette scène-là, qui nous est montrée, fait partie du passé, dans le sens où ce serait un flashback par exemple. Ça, c'est possible. Et concernant les cheveux courts de Zelda, pour les gens qui disent que c'est une preuve que l'histoire se passe dans le passé parce que ses cheveux sont courts et quand on arrive dans Breath of the Wild, en fait, ils ont repoussé. Sous-entendu, c'est une façon de nous montrer que c'est une Zelda d'avant. Alors même si l'histoire se passait effectivement avant Breath of the Wild, ce ne serait de toute façon que quelques mois avant, pas plus. Pourquoi ? Parce que Link a déjà été assigné à la protection de Zelda puisqu'ils sont ensemble, et qu'il a sa tenue de prodige dans le trailer. Et que ça, on sait que ça ne se passe que quelques mois avant l'arrivée de Ganon. Et dans Breath of the Wild et les souvenirs, on voit que les cheveux de Zelda sont très longs, tout au long de ces quelques mois, voire 1 ou 2 ans qui précèdent le retour de Ganon. Donc, les gens qui ont des cheveux, pouvez-vous s'il vous plaît expliquer aux autres que la tignasse, ça ne pousse que de quelques centimètres par an ? Il aurait donc fallu des années et des années pour que les cheveux de Zelda redeviennent aussi longs que dans Breath of the Wild. Ok ? Bien, préquelle, éliminer des théories. Cela dit, il existe une autre variante de cette théorie qui, elle, est possible. Le voyage dans le temps. Donc, on aurait bien des personnages qui ont vécu les événements de Breath of the Wild, mais qui, d'une façon ou d'une autre, se retrouveraient dans un passé précédant le retour de Ganon. C'est possible, c'est quelque chose qui a déjà été utilisé plusieurs fois dans les jeux Zelda, donc why not ? Le problème avec les voyages dans le temps, c'est que ça donne des grosses incohérences. Petit big up aux théoriciens des timelines de Zelda. Dans notre cas, si Zelda et Link réussissent par exemple à empêcher le retour de Ganon en étant retournés dans le passé, et donc Breath of the Wild n'existerait pas. Et s'ils ont échoué, on imagine quand même qu'ils auront parlé à quelqu'un. Par exemple, pour dire au Sheikah ou au roi, attention gardien, ils vont nous défoncer. Donc là aussi, le voyage dans le temps, ça me paraît compliqué parce qu'on aurait forcément vu des conséquences dans Breath of the Wild. Et j'irai même plus loin, les voyages dans le temps / les mondes parallèles, on nous l'a sorti un peu à toutes les sauces dans la série Zelda. Alors sincèrement, j'espère qu'ils vont pas recommencer. Je trouverais ça tellement décevant d'utiliser encore la même astuce scénaristique qu'on nous a déjà sorti 15 fois. Please. Que ça se passe dans un jeu annexe comme Hyrule Warriors, ok, on a le voyage dans le temps, mais c'est pas un vrai Zelda, donc ça va, on s'en fiche des incohérences. Et les mondes parallèles, on en a un peu dans Breath of the Wild, avec les moines Sheikah qui déplacent Link dans des espèces d'espace-temps à part du monde réel. Mais là aussi ça va parce que ça fait pas partie de l'intrigue principale, c'est juste des petits éléments en marge. Tout ça pour dire que les voyages dans le temps et les mondes parallèles, c'est possible, mais j'y crois pas et j'espère vraiment pas. Maintenant, on a toujours ce souci de technologie Sheikah qui a disparu du décor. Comme je le disais, on peut très bien imaginer que la scène en elle-même, elle se passe dans un flashback, dans un lointain souvenir. Après tout, dans le trailer de Breath of the Wild, ils nous avaient feinté en nous montrant des scènes avec Zelda, alors qu'en réalité, quand on fait le jeu, on n'est jamais avec Zelda, à part à la toute fin. Mais c'était des scènes tirées du passé, donc en fait, ça donnait cette illusion. Donc là, c'est peut-être la même chose. Cela dit, même sans ça, l'absence de technologie Sheikah, ça me choque pas. Parce que dans la toute dernière scène du jeu, Zelda donne 2 infos importantes. Cette histoire de pouvoir, elle n'a plus, donc, et le fait que l'une des créatures divines ne fonctionne plus. Alors vous savez les gens, quand les créateurs du jeu se donnent la peine de faire des cinématiques pour nous donner des informations, il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, considérant cette information donnée par Zelda, on peut supposer que la technologie Sheikah va tout simplement se remettre en veille, puisqu'elle accomplit sa tâche. Par exemple, on sait que les créatures divines et les gardiens étaient inactifs quand ils ont été déterrés. Et donc, on sait que les différents objets ont tendance à s'arrêter. Au passage, ça pourrait justifier l'absence de la tablette Sheikah dans le nouveau jeu, et donc le renouvellement du gameplay. On a vu aussi que les bâtiments pouvaient retourner sous terre ou se déterrer,
comme les tours ou les sanctuaires. Donc on peut se dire que c'est ce qui s'est passé dans la suite du jeu. En tout cas, c'est une explication qui serait acceptable. Continuons sur cette scène du trailer, car en plus d'une vue large sur Hyrule, on voit surtout le château qui semble se surélever avec pertes et fracas. Non mais le pauvre château quoi. Le château se surélève, certes, mais on ne le voit pas s'envoler. Je ne dis pas qu'il n'est pas en train de s'envoler, je dis juste attention, on peut le déduire ou l'imaginer, mais c'est pas ce qu'on voit. Je le précise parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où les gens disaient d'emblée le château vole, ce sera le donjon final dans les airs et tout et tout. Non. Le château se surélève certes, mais on ne le voit pas s'envoler, on ne le voit pas décoller du sol. Pour autant qu'on puisse en juger, il peut très bien reposer sur une base solide rattachée au sol. Il peut très bien s'être surélevé, un peu comme a l'air de l'être le plateau du Prélude. Le plateau du Prélude, il a quelque chose de très bizarre dans sa façon d'être comme ça, beaucoup plus haut que les alentours. On dirait quelque chose d'artificiel. On peut très bien imaginer que ce soit pareil pour le château. Par exemple, on sait que la technologie Shekhah peut faire ça, on l'a vu avec les tours. Et on sait qu'au moins une partie du château a de la technologie Shekhah, puisque c'est le cas de l'observatoire où on affronte Ganon. Et n'oubliez pas non plus qu'on ne sait pas quand se passe cette scène. Là, ça a l'air de faire suite au réveil de la momie, mais on n'en sait rien, ça se trouve, ça se passe avant. Et donc, imaginez si cette scène avait été placée au début du trailer. Là, on aurait déduit quelque chose de totalement différent. On se serait dit qu'il y avait eu cet accident de château, qui aurait révélé une nouvelle zone, que Link et Zelda seraient partis l'explorer, et que là, ils y auraient trouvé la momie. Ce qui expliquerait qu'on n'avait pas accès à cette zone avant. Et ça expliquerait que Ganon soit réapparu pile dessous le château. Parce qu'en fait, c'était déjà là, avec la momie. La momie qui était clairement la source de la malice, puisqu'on voit la malice dégoulinée de son corps, et que c'est bien dégueu d'ailleurs. Ou bien, si ça se trouve, cette scène se passe au contraire tout à la fin du jeu. Et effectivement, ce serait un genre de donjon final, le château qui s'envole, le grand méchant affronté, etc. Cette idée de château dans les airs, elle est pas mal, et ça a donné lieu à des suppositions comme quoi une nouvelle partie de la carte serait des terres à explorer dans le ciel. Ces idées, elles viennent beaucoup d'un autre concept art sur lequel tout le monde a tiqué et qui montre un genre de méchant sur une montagne qui flotte. Bon. Là encore, le coup d'une partie du territoire qui serait dans le ciel, c'est quelque chose qu'on a vu dans plusieurs Zelda. Donc ouais, c'est possible. Pour en revenir au fait que ce qu'on voit dans le trailer peut nous induire en erreur et en fait nous présenter des choses dans le désordre, notamment à propos du scénario réel de l'histoire, j'ai entendu des fans dire que, dans l'absolu, on ne sait même pas si l'intégralité du trailer ne se passerait pas complètement à la fin du jeu en fait. Par exemple, les souterrains seraient le dernier donjon, la momie se réveille, elle devient le boss final, fin du jeu. Ça se pourrait, évidemment. Mais, personnellement, j'y crois pas trop parce que comme je suis plutôt partisante d'un gameplay avec la main magique de Link, en partant de là, si cette théorie s'avère exacte, la scène avec la main qui quitte la momie et fait un truc bizarre à Link, ça se passerait au début de l'intrigue, puisque c'est ensuite comme ça qu'on va jouer dans tout le jeu. Et de fait, vu que dans les premières scènes, on voit Link et Zelda explorer, Link a l'air d'avoir 2 bras normaux, eh bien ça aussi, ça se passerait plutôt au début du jeu. Par contre, la scène du château, là, impossible de deviner. Bien. On a élagué un petit peu, maintenant, il est temps de passer au gros des théories sur le scénario du prochain jeu. Je vous ai dit que Breath of the Wild réutilisait la même base scénaristique que tous les précédents Zelda. Bah, pas tout à fait. Non, en fait. Il y a quand même 2 gros problèmes. 2 gros éléments du lore de Zelda qui ont mystérieusement disparu dans Breath of the Wild. Vous savez de quoi je vais dire Pour les autres, ceux qui ne connaissent que Breath of the Wild, je vais reposer les bases de l'histoire, le lore de The Legend of Zelda. Au début, c'était le néant. Puis descendirent des cieux 3 déesses, Din, Nayru et Faror. Din, de sa puissance infinie, créa la terre. Nayru, de sa sagesse infinie, créa les lois et les règles qui régissent cette terre. Et Faror, de son âme infinie, créa tous les êtres vivants. Et voilà, elles ont fait du bon travail, elles s'en repartent dans les cieux. Mais en partant, elles laissent derrière elles 2 choses. Tout d'abord, une pluie divine bleue lumineuse qui s'abat un petit peu partout sur la terre. Un truc liquide bleu brillant, ça vous rappelle rien ? Mais surtout, elles laissent chacune derrière elles une relique de leur pouvoir divin. Din laisse derrière elle le triangle d'or de la force. Nayru
laisse derrière elle le triangle d'or de la sagesse. Et Faror laisse derrière elle le triangle d'or du courage. Les 3 triangles ensemble forment la Triforce, le pouvoir divin absolu. Cette relique permet à quiconque la touche de réaliser son vœu. Par exemple, tu veux détruire le monde? Eh bien avec la Triforce, tu peux. Pourquoi les déesses ont jugé utile de laisser ça traîner sur Terre, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elles ont conscience que ça risque de poser problème, et donc elles choisissent une 4e déesse, nommée Ilia, pour rester sur ce monde fraîchement créé et veiller sur la Triforce. Ilia devient donc la divinité d'Hyrule, et veille sur la Triforce qui repose dans un endroit appelé le Saint-Royaume, ou la Terre Sacrée selon les versions. Pour l'aider dans sa tâche, Ilia choisit le peuple Sheikah, qui vont la servir au quotidien. Mais ce qui devait arriver arriva, le pouvoir absolu de la Triforce attisait les convoitises et, un jour sinistre, un être démoniaque appelé l'Avatar du Néant surgit des entrailles de la Terre avec une armée de monstres pour s'emparer de la Triforce. Ilia s'oppose à lui, mais les braves Iliens sont massacrés. Pour sauver les rescapés, Ilia décide d'arracher un bout de la Terre et de l'envoyer dans les cieux, hors d'atteinte des monstres. Oui, elle peut faire ça, hein, c'est une déesse quand même. Elle reste sur la terre ferme pour continuer son combat avec les autres peuples. Elle finit par sceller l'Avatar du Néant, mais elle a été gravement affaiblie et elle sait que le sceau ne tiendra pas éternellement. La solution idéale serait d'utiliser le pouvoir absolu de la Triforce et de simplement faire le vœu de sceller définitivement l'Avatar du Néant. Mais Ilia est une déesse et les dieux ne peuvent pas utiliser la Triforce pour leur usage personnel. Ilia élabore donc un plan. Lorsque le sceau commencera à montrer des signes de faiblesse, elle abandonnera son essence divine pour se réincarner en une simple mortelle. Ainsi, elle pourra utiliser la Triforce et faire le vœu de sceller définitivement l'Avatar du Néant. Pour aider sa future réincarnation mortelle dans sa tâche, elle met en place 2 autres choses. Premièrement, elle crée une épée dont la lame sacrée pourra purifier le mal. Cette épée sera dotée d'une conscience et saura reconnaître un héros digne de la brandir. Deuxièmement, il y a choisi une des Sheikah, nommée Impa, pour rester près du sceau, le surveiller et aider sa future réincarnation. Le temps passe, et le sceau commence à faiblir, annonçant la libération imminente de l'Avatar du Néant. Ilia se réincarne donc en une jeune Ilienne nommée Zelda. Et c'est en hommage à cette première Zelda que toutes les descendantes s'appelleront Zelda également. Et Zelda a un meilleur ami, / petit crush, qui s'appelle Link, et qui, ça tombe bien, est choisi par l'épée de légende pour aider Zelda. Je vous épargne encore toutes les péripéties du jeu. En gros, Zelda et Link retrouvent Impa, mais l'Avatar du Néant parvient à se libérer, Link le combat, Zelda parvient à s'emparer de la Triforce et fait le vœu de sceller l'Avatar du Néant, qui est enfermé dans l'épée de légende. Le plan d'Ilia a fonctionné, tout va bien. Enfin, presque. L'Avatar du Néant, se sachant vaincu, a le temps de lancer une terrible malédiction. Il condamne Hyrule à subir les incarnations de sa haine, encore et encore, dans un cycle sans fin de destruction et de paix. Et par là même, il condamne les futurs descendants de Zelda et les futures réincarnations de l'âme du héros à devoir réapparaître également pour le combattre encore et encore. Et c'est ça l'histoire de The Legend of Zelda. C'est la malédiction de ce démon qui revient encore et toujours. Quoi qu'il en soit, l'Avatar du Néant est scellé. Les Iliens retournent sur la terre ferme. Zelda et ses descendants deviendront la famille royale d'Hyrule, protégeant la Triforce des gens qui voudraient s'en emparer, comme le faisait Ilia lorsqu'elle était encore une déesse. La Triforce devient l'emblème de la famille royale. Les Sheikah sont reformés pour assister la famille royale dans sa mission de protection de la Triforce, comme il le faisait autrefois pour Ilia quand elle était encore une déesse. Le monde peut prospérer à nouveau. Enfin, pas tout à fait. Il va y avoir de nombreux conflits dans l'histoire d'Hyrule, souvent liés à des personnes qui veulent s'emparer de la Triforce. Toutefois, la relique restera toujours protégée dans le Saint-Royaume où elle repose. Et, pour autant qu'on sache, il en reste ainsi jusqu'aux événements qui nous sont relatés dans Ocarina of Time. Au moment où commence l'histoire de ce jeu, Hyrule sort d'une énième guerre, mais le roi d'Hyrule a rétabli la paix entre les peuples, et ils semblent tous vouloir s'allier à lui et lui prêter allégeance. À ce moment-là, les Piaf n'existaient pas encore. Nous avons donc les Auras, les Gorons, le peuple de la forêt mais qui donc vit à part, et bien sûr, les Gerudo. Vous le savez, les Gerudo sont des Amazones, une tribu constituée uniquement de femmes, souvent guerrières et qui vivent isolées dans le désert. Elles ne donnent naissance qu'à des filles, c'est ce qu'on voit dans Breath of the Wild.
Ce qui n'est pas expliqué dans Breath of the Wild, c'est qu'en fait, une fois tous les 100 ans, un garçon naît parmi les Gerudo. Et ce garçon devient automatiquement leur chef. Au moment de Ocarina of Time, ce garçon est né. C'est un grand et fort gaillard nommé Ganondorf. Et Ganondorf est ambitieux. Très ambitieux. Il aspire à mieux pour son peuple qu'une vie de reclus dans le désert. Ça ne lui suffit pas d'être le chef des Gerudo, il veut être le chef de tout le monde. Il veut être calife à la place du calife. Ganondorf est rusé, et pas que. Petit aparté. Ganondorf, il est méga badass comme méchant. En plus d'être rusé, il est aussi très bon guerrier, il fait de la magie, et, badassitude ultime, il sait jouer de l'orgue. Ça, mes amis, c'est du vrai méchant. Fin de l'aparté. Ganondorf sait qu'attaquer frontalement le roi d'Hyrule n'est pas la meilleure des choses à faire. Il feint donc de lui être dévoué en espérant gagner sa confiance, et ainsi découvrir l'entrée secrète du Saint-Royaume pour s'emparer de la Triforce, et il pourra devenir l'être le plus puissant du monde. Bon, le roi d'Hyrule, il ne voit que du feu, mais il a une petite fille, la jeune Zelda, qui, elle, sent qu'il y a un truc pas net là avec le Ganondorf, et avec son nouvel ami Link, il décide de s'opposer à Ganondorf. Mais le chef des Gerudo est très malin, et ils ne sont que des enfants. Ganondorf parvient à les feinter, il entre dans le Saint-Royaume et s'empare de la Triforce. Il prend le pouvoir en Hyrule, Zelda est contrainte de fuir pour sauver sa vie, et Link est protégé par le Sage de la Lumière, qui le garde en sécurité jusqu'à ce qu'il soit adulte, retrouve Zelda et qu'ensemble, ils puissent retourner affronter Ganondorf. Et ça, ce sera possible car en fait, le plan de Ganondorf ne s'est pas passé comme il l'espérait. En effet, la Triforce n'est pas si facile que ça à choper. Pour s'en emparer dans son intégralité, il faut être digne des 3 triangles d'or qui la composent, donc la force, la sagesse et le courage. En d'autres termes, il faut avoir une âme équilibrée. Faute de quoi, la Triforce se dispatche et les 3 morceaux s'éparpillent dans le monde. Et vous l'aurez deviné, Ganondorf n'est pas vraiment quelqu'un d'équilibré. Il parvient à obtenir le triangle de la force, mais celui de la sagesse, je dirais que quand tu ambitionnes de devenir un tyran, c'est que t'es pas vraiment quelqu'un de sage. Et pour le courage, je sais pas trop. Peut-être parce qu'il a agi en loose dé en manipulant des enfants. Quoi qu'il en soit, la sagesse et le courage lui échappent. La sagesse va se réfugier chez Zelda et le courage part rejoindre Link. Je vous épargne encore les péripéties du jeu, Zelda et Link se retrouvent. Ensemble, ils partent affronter Ganondorf, qu'ils parviennent à dominer. Rappelons que Zelda a le pouvoir de sceller le mal et Link a l'épée de légende. Ganondorf acculé décide de puiser dans le pouvoir divin contenu dans le triangle de la force, celui qu'il possède donc, et se transforme en une bête monstrueuse que vous connaissez tous, Ganon. Ganon est une bête démoniaque très puissante. Cela dit, il a quand même les 2 autres Triforces en face de lui, en plus du pouvoir divin de Zelda et de la lame purificatrice de Link. Et donc il perd. Et voilà. La suite de l'histoire est un petit peu plus compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la timeline parce que ce serait sans fin. Mais on va dire grosso modo, il y a 2 jeux principaux qui font suite aux événements de Ocarina of Time et qui sont sortis après Ocarina of Time. À savoir Twilight Princess et Wind Waker. Dans les 2 cas, la Triforce est toujours divisée en 3, elle n'a jamais repris sa forme originelle. Dans Twilight Princess, on a le même schéma que dans Ocarina of Time avec un Ganondorf qui a la Triforce de la Force, la nouvelle Zelda du moment qui a celle de la Sagesse, et le nouveau Link du moment qui a celle du Courage. Dans Wind Waker, c'est un petit peu différent, car Ganondorf a bien toujours celle de la Force, la descendante de Zelda celle de la Sagesse, mais le triangle du Courage, faute de porteur, a été brisé et dispatché un petit peu partout dans le monde. Mais, quoi qu'il en soit, dans les 2 jeux ça finit pareil, Zelda et Link s'associent pour combattre Ganondorf, et à la fin des 2 jeux, Ganondorf est tué. Mort. Dead. Dans Twilight Princess, il a une épée plantée dans le corps, et dans Wind Waker, il a une épée plantée dans le crâne. Donc il est mort. Sauf qu'apparemment non, puisque le revoilà dans Breath of the Wild. Je dois avouer que je m'attendais à avoir un nouveau méchant dans Breath of the Wild. Puisque les concepteurs avaient annoncé vouloir un renouveau pour la série, c'était l'occasion ou jamais de repartir avec un nouveau méchant. Une nouvelle incarnation de la malédiction de l'avatar du néant. Un nouveau bad guy. Et franchement, il y avait matière à faire un truc sympa, genre un méchant qui se serait fait passer pour un gentil, mais qui en fait serait un traître. Ou pourquoi pas un membre de la famille royale qui aurait vrillé. Enfin bref, une nouvelle intrigue. Mais non. Après 35 ans à se le cogner, revoilà Ganon.
Bon, maintenant que je vous ai résumé l'histoire d'Hyrule, est-ce que vous avez capté les deux éléments essentiels qui, de façon totalement absurde et incompréhensible, sont absents de Breath of the Wild? Bien sûr, je parle de Ganondorf et surtout de la Triforce. Bon, Ganondorf, en fait, maintenant on sait qu'il était planqué dans les sous-sols. Mais la Triforce, qui n'est pas évoquée une seule fois dans le jeu? La Triforce, qui est l'objet le plus puissant du lore de Zelda? La déesse du royaume Hylia, elle est là pour protéger la Triforce, et après elle, tous ses descendants, c'est d'ailleurs l'emblème de la famille royale. Et les Sheikah aussi sont là pour veiller sur la Triforce, c'est pour ça qu'ils sont au service de la famille royale, et c'est pour s'emparer de la Triforce que l'avatar du néant a débarqué. Et c'est pour s'emparer de la Triforce que Ganondorf a ourdi son complot. Or, tout au long de Breath of the Wild, il n'est jamais, ne serait-ce qu'une seule fois, fait mention du nom de Ganondorf ou de la Triforce. On dirait qu'en fait les gens ils ont oublié. Alors je sais que j'étais la première à dire que 10 000 ans c'est méga gigalon, mais nom de Dieu, c'est littéralement le boulot de la famille royale et des Sheikah de surveiller la Triforce. La déesse qu'ils vénèrent, là dont ils sont les descendants comme ils aiment tellement s'en vanter, elle était là pour protéger la Triforce. La Triforce, c'est leur raison d'être. Et là tous ils ont juste, oublié qu'elle existait. Ils l'ont en gros sur leur emblème et ils savent plus ce que c'est. Et les Sheikah là, avec leur super technologie, ils ont pas un bout de papier qui traîne avec écrit « Attention, il y a une relique divine quelque part, ce serait bien d'y faire un peu gaffe ». Et c'est pareil pour Ganondorf, le gars ça fait 1 milliard d'années qu'il essaie de détruire Hyrule, il revient encore et encore, ils ont même fait une jolie tapisserie pour en parler et plus personne ne se souvient de qui c'est. Non mais bon, on est d'accord que c'est absurde. Et moi j'aime pas quand c'est absurde, donc je dis que dans le prochain jeu, on va régler tout ça. Alors bon, j'ai dit que la Triforce et Ganondorf n'étaient jamais évoqués dans le jeu. C'est vrai, mais pas tout à fait. Il y a quand même 2 passages du jeu, qui d'ailleurs arrivent comme un cheveu sur la soupe, où tout d'un coup on a des révélations. D'abord, quand on libère l'âme de Urbosa, la prodige des Gerudo, là l'air de rien comme ça, elle balance un truc du genre « On dit que Ganon serait issu de la tribu Gerudo ». Ah. Pendant tout le jeu, on nous parle de Ganon, la créature maléfique, le fléau, le puissant démon inconsistant et sans conscience propre. Et là, tout d'un coup, Urbosa nous apprend que petit 1, c'était un humain, et petit 2, un Gerudo de surcroît. Alors ça m'a paru étrange de donner soudain cette information, et surtout inutile, mais après je me suis dit, t'as vu, c'est pour donner plus de profondeur au personnage d'Urbosa, un background au peuple des Gerudo, qui du coup aurait des raisons plus personnelles de vouloir anéantir Ganon pour laver l'honneur de la tribu, un truc comme ça. Et l'autre passage bizarre, c'est tout à la fin, pendant le combat final, quand Zelda dit à son tour un truc hors de propos, elle dit à Link que la haine de Ganon est redoublée par le fait qu'il n'arrive pas à récupérer un corps ou une enveloppe charnelle, machin chose. Mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça ? Et maintenant qu'on a vu le trailer, tout d'un coup, ça a beaucoup plus de sens. Parce que regardez, ça fait comme si Nintendo nous disait « Eh, vous vous souvenez quand Urbosa elle a dit que Ganon à l'origine c'était un Gerudo ? Et vous vous souvenez quand Zelda elle a dit qu'il a la rage de plus avoir de corps ? Eh devinez ce qu'on vient de retrouver dans les souterrains d'Hyrule !» Et du coup, là pour moi, les 2 phrases de Urbosa et de Zelda, elles étaient là pour informer les joueurs de Breath of the Wild, ceux qui ne connaissent pas les autres Zelda, et qui donc, sans ça, ne pouvaient pas comprendre l'importance de ce qu'on voit dans le trailer. Et surtout, ils n'auraient pas pu deviner l'identité de la momie. Parce que bon, on est d'accord que la momie, c'est Ganondorf. Non, sérieusement. Je sais que je devrais dire que l'identité de la momie est théorique tant que le jeu n'est pas sorti, que c'est seulement possiblement Ganondorf, mais que je ne peux pas l'affirmer. Mais au bout d'un moment, sérieusement, bien sûr que c'est Ganondorf. Écoutez, vous voyez la peinture murale là qu'on voit dans le trailer ? Eh il y a plein de gens qui ont instantanément reconnu Ganondorf, dont moi d'ailleurs. Alors ok, c'est pas un argument infaillible, mais déjà, ça montre que le personnage est reconnaissable. Ensuite, la momie porte tous les attributs de Ganondorf. Comprenez bien, toutes les caractéristiques de Ganondorf dans tous les Ganondorf qu'on voit dans tous les jeux Zelda. Je cite, le symbole des Gerudo qu'on voit non pas 1, mais 2 fois sur la momie. Les cheveux rouges, attribut des Gerudo, les oreilles rondes et les yeux jaunes, attribut des Gerudo à leurs origines, donc à l'époque de Ocarina of Time, les petits crocs du bas là pointus qu'on voit dans le Ganondorf de Wind Waker et celui de Twilight Princess, et bien sûr la topaze sur le front qu'on voit dans tous les Ganondorf de tous les jeux. Ils ont même mis le trident des anciens jeux dans la peinture pariétale.
Nintendo a mis tous les éléments distinctifs de Ganondorf, qu'ils ont concentrés dans cette pauvre momie-là, et genre, ce serait pas Ganondorf. C'est évident que Nintendo a tout fait pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'identité de la momie. Parce que bon, ils allaient pas lui mettre une pancarte non plus, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré un personnage avec toutes les caractéristiques de Ganondorf pour nous dire que c'est bien lui. Bien sûr, vous pouvez toujours dire « Ha ha ha, mais oui, justement, c'est une feinte. Ils font tout pour nous faire croire que c'est Ganondorf, mais en fait, non. » Ouais, c'est toujours possible, hein, mais ce serait vraiment extrême, je trouve. Parce que, imaginez, c'est comme si on nous montrait un trailer d'un nouveau Zelda, où on verrait un jeune homme, blond, yeux bleus, oreilles pointues, manipulant l'épée de légende et se battant contre des monstres, et au moment où le jeu sort, en fait, on nous fait « Ah, vous avez cru que c'était Link ? Ah non, 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 c'était pas lui, hein. Il avait tous les traits distinctifs de Link, mais non, c'est quelqu'un d'autre. » On est d'accord que ce serait abusé. Franchement, si finalement la momie c'est pas Ganondorf, je trouve que de la part de Nintendo, ce serait vraiment un coup de Trafalgar. Argument supplémentaire en faveur de Ganondorf la momie, tout simplement la présence de Ganon. Hein. Ganon, je le rappelle, c'est une mutation, si je puis dire, de Ganondorf. Il n'existe pas sans lui. Et d'ailleurs, pour que le lien soit bien fait, on nous montre les yeux jaunes chelous là, et la malice qu'on voit tout au long de Breath of the Wild. Le message, il est clair. Et enfin, argument ultime et irréfutable, la musique. Et oui, dans Breath of the Wild, on entend le thème de Ganondorf. Et ça, mes petits chats, c'est comme dans Star Wars. Hein. Quand on voit Anakin et qu'on entend la musique de Darth Vader en même temps, c'est parce que c'est Darth Vader. C'est tout. Donc, la momie et Ganondorf. Ok, ça explique la présence de Ganon dans Breath of the Wild, mais bon, ça ne nous dit pas ce qu'il fait là, ni ce qui lui est arrivé. Maintenant, on en arrive au gros sujet pour moi, la Triforce. Il y a quelque chose de très bizarre dans le traitement de la Triforce dans Breath of the Wild. Elle est jamais citée. Personne n'en parle. Elle a l'air d'avoir disparu de l'histoire d'Hyrule. Et puis tout d'un coup, à la toute fin du jeu, on nous la spam à mort. On nous la montre en grand, on nous la montre sur la main de Zelda, dans le seau, elle brille de mille feux. Et puis c'est tout. Enfin non, c'est pas tout. Si vous avez débloqué le souvenir caché, on voit aussi la Triforce à ce moment-là. Mais là, c'est tout. Vous voyez pourquoi je dis que c'est bizarre? Pourquoi avoir caché la présence de la Triforce pour finalement la mettre autant en avant, tout en ne donnant pas la moindre explication? Et j'en reviens à ma question d'origine. Puisque visiblement la Triforce existe encore, et en même temps, comment aurait-elle pu disparaître puisque c'est un objet divin? Alors, où est-elle? Je sais que beaucoup de gens pensent simplement la Triforce elle est avec Zelda puisqu'on la voit s'en servir. Alors attention, non. Si les concepteurs du jeu ont gardé et respectent le lore de la Triforce, et a priori oui puisqu'ils l'ont respecté pour tous les autres éléments du jeu, le pouvoir de Zelda, c'est pas la Triforce. Hein. Le pouvoir de Zelda, il lui vient de son ascendance divine. Rien à voir avec la Triforce. Tout comme Link, même quand il a la Triforce du courage, c'est pas ça son pouvoir. Lui, c'est le héros élu, celui qui peut utiliser l'épée de légende. En revanche, Ganondorf, lui, il est censé puiser son grand pouvoir dans son morceau de Triforce, notamment pour devenir Ganon. Mais bon, il est déjà balèze sans ça. Hein. Quoi qu'il en soit, on a deux possibilités pour la Triforce. Soit elle est entière, soit elle est divisée en trois. Exploitons la première possibilité, elle est entière. Bon alors elle est où? Non mais juste, elle est où? Parce que quand elle est entière, la Triforce c'est un objet palpable, comme un pot de fleurs par exemple. Donc Zelda ne peut pas la voir, parce que déjà, d'où elle l'aurait sortie? Si la Triforce était juste dans le château, ça se serait su quand même, hein, et on imagine que la famille royale ou les Sheikah s'en seraient servis contre Ganon. Et quand la Triforce est entière, c'est un objet qu'une personne doit toucher pour exaucer son vœu. C'est pas un truc qu'on peut infuser dans son âme ou je ne sais trop quoi pour en avoir l'exclusivité et la dégainer quand on a envie. Ça, c'est seulement possible quand elle est déjà divisée en 3 morceaux, mais sinon, non, parce que de toute façon, ça irait contre sa nature même de relique qu'on peut toucher pour l'utiliser. En tout cas, on n'a jamais vu une Triforce complète qui ne serait pas à l'état solide. C'est ça que je veux dire. Par ailleurs, si Zelda avait la Triforce, pourquoi s'en est pas servi? Cet objet peut exaucer tous les vœux. Elle aurait pu s'en servir pour anéantir Ganon direct. Pas la peine d'attendre Link pendant un siècle ou je ne sais quoi. Ou même encore mieux, elle aurait pu souhaiter tout simplement que Ganon ne soit jamais réapparu. Et hop, tout le monde était sauvé. Donc non, Zelda n'a pas la Triforce. Sinon, elle s'en serait servie.
Et en même temps, ça paraît invraisemblable que les gens aient oublié où elle est, et même jusqu'à son existence. Du coup, on en arrive à l'autre possibilité. La Triforce est divisée en 3 morceaux. À bien y regarder, ça paraît plus crédible. Alors je dis pas que c'est la réponse absolue, mais ça explique plus de choses et ça s'explique plus facilement. Tout d'abord, si la Triforce est éparpillée dans le monde, on pourrait un peu mieux comprendre que son existence soit tombée dans l'oubli. Parce que si effectivement, ça fait des millénaires et des millénaires que la Triforce a disparu en tant qu'objet, le truc qu'on peut toucher là, si ça fait des millénaires et des millénaires que le Saint-Royaume est vide, que ça fait des millénaires et des millénaires que la famille royale et les Shekhas n'ont plus rien à protéger ni à surveiller parce que, de fait, la Triforce n'est plus là, bon, ok, je veux bien croire qu'ils aient perdu un peu le fil. Mais la question qui suit est donc, où sont les 3 morceaux ? Le plus facile à localiser, je suppose que c'est la Triforce de la Sagesse, puisqu'a priori le triangle est en possession de Zelda, comme de nombreux ancêtres avant elle. Et on peut imaginer qu'elle puise dans ce pouvoir pour augmenter le sien, ce qui expliquerait le motif de la Triforce sur sa main et dans le seau quand elle scelle Ganon. Donc admettons, ok, c'est bon pour la sagesse. Maintenant, où peut bien être le triangle de la force ? Réfléchissons. Oh, mais c'est bien sûr avec Ganondorf la momie. Ça tombe bien qu'il soit toujours en vie, dis donc, et ça expliquerait que la Triforce n'ait jamais pu se reconstituer. Reste le morceau du courage. Ah, là c'est moins évident, parce qu'on sait que c'est pas Link qui le possède. Alors, on peut imaginer que le morceau s'étant retrouvé seul et sans porteur, il s'est passé la même chose que dans Wind Waker. C'est-à-dire que le morceau a repris une consistance solide et qu'il a été caché quelque part. Peut-être même brisé en plusieurs morceaux comme dans Wind Waker. C'est possible. Ou bien... à qui donc appartient cette main magique et mystérieuse plantée dans Ganondorf la momie ? Est-ce que c'est juste la matérialisation d'un sceau magique visant à maintenir Ganondorf dans son état de putréfaction éternelle ? Ou bien, est-ce que cette main est bel et bien un morceau de quelqu'un qui aurait eu en sa possession la Triforce du courage ? Se pourrait-il que ce bracelet doré soit une manifestation du triangle d'or ? Que cette personne, à l'instar du vilain Ganondorf, ait décidé de puiser dans le pouvoir de sa Triforce pour l'opposer à celle de Ganon et créer le sceau. Ça m'arrangerait, parce que du coup, on aurait nos 3 morceaux de Triforce, avec 3 porteurs. Bon, ça c'est en partant du principe que la main magique a un rapport avec la Triforce. Mais en réalité, on ignore totalement à qui est cette main. Tout à l'heure, j'ai dit que la main pouvait ne pas être une véritable main, mais plutôt la matérialisation d'un sceau magique qui retient la momie. Bon, c'est possible bien sûr, cependant, il y a 2 choses dans le trailer qui tendraient à montrer le contraire. Tout d'abord, l'image où on voit le flashback là, qui montre en ombre chinoise le moment où la main a frappé Ganondorf. Eh bien ça, si on regarde bien, il semble que la main quand même soit rattachée à un corps, c'est pas juste un truc qui flotte. Et ensuite, cette main va secourir Link, ce qui montre qu'elle a une conscience, qu'elle fait le choix délibéré d'aider Link. Et au passage, apparemment, de renoncer à la momie, ce qui semble provoquer son réveil, mais on n'est pas sûr, faut se méfier avec les images du trailer. Donc, a priori, la main semble bien avoir été la main de quelqu'un, mais du coup, celle de qui ? Parce qu'on est d'accord qu'elle a une apparence hyper creepy. Les doigts sont très longs, griffus, osseux, et surtout, elle est gigantesque. Ça ressemble pas à une main normale, d'aucun des peuples qu'on connaît d'ailleurs. Enfin si, ça ressemble un peu aux mains décharnées des moines Shekhas, ceux des sanctuaires. Mais on comprend qu'ils ont cette apparence parce que ce sont eux-mêmes des momies. Et le truc, c'est que si on regarde l'ombre dans le flashback, la main a l'air d'avoir déjà cette apparence creepy, quand la personne à qui elle appartenait était encore bien hydratée et en vie. Alors, est-ce qu'à l'époque c'était déjà un genre de momie moine Shekha ? Une momie moine Shekha qui se serait battue contre Ganon ? Ou est-ce que c'est bien la main d'une personne normale, pas d'une momie, mais qui serait déformée à cause de la magie qu'elle contient ? Bon, si on s'attarde pas sur cette apparence bizarre, et maintenant qu'on a parlé du moine Shekha, j'ai entendu 2 autres théories sur les présumées identités / nature de cette main. Tout d'abord, aussi bizarre que cela puisse paraître, certaines personnes ont émis l'hypothèse que ce soit la main de la mère de Zelda. Cette mystérieuse reine qui est morte subitement. Alors je vous dis franchement, j'y crois pas du tout.
Mais je comprends comment cette idée a fait son petit bonhomme de chemin. Le pouvoir de sceller, normalement, c'est la prérogative de la famille royale, c'est-à-dire des Zelda successives. Et là, clairement, on a une chose magique qui scelle la momie. Donc, même si je ne crois pas du tout que ce soit la main de la mère de Zelda, entre autres parce que les événements qui ont mené à la momification de Ganon se sont vraisemblablement passés des millénaires avant la naissance de la mère de Zelda, et aussi parce que s'il lui avait manqué un bout de bras à la reine, quelqu'un aurait capté, et aussi parce qu'on ne voit pas pourquoi elle serait allée affronter une momie démoniaque sans en parler à personne. Bref, c'est hautement improbable. Il n'empêche que ça soulève une question intéressante. Pourquoi avoir scellé Ganondorf de cette façon ? Pourquoi ne pas avoir utilisé le pouvoir de la déesse et l'épée de légende comme dans le précédent Zelda ? Surtout la tapisserie nous raconte que la princesse a bel et bien combattu Ganon, avec la petite Triforce là qui est dessinée près d'elle. Mais du coup, est-ce que le Ganon de la tapisserie était déjà un Ganon sans Ganondorf ? Je veux dire comme dans Breath of the Wild, quand on combat l'incarnation de la malice, mais qu'on ne sait pas qu'en réalité il y a Ganondorf. Et du coup, en fait, Ganondorf la momie aurait été scellé encore bien avant ça, et les gens avaient déjà oublié son existence il y a 10 000 ans, lors de la précédente apparition de Ganon, en pensant que Ganon était le seul ennemi, comme dans Breath of the Wild. Ou bien, est-ce que la princesse et le héros auraient combattu Ganon, et qu'ensuite Ganon vaincu serait redevenu Ganondorf, comme dans Twilight Princess, et lui aurait subi un sort différent. Parce que comme c'est un mortel, là on imagine que le pouvoir de Zelda ne pouvait pas le sceller, parce que ça marche pas sur un humain, et ça se serait réglé entre Ganondorf et le héros, ou une tierce personne avec des pouvoirs magiques. Et cette partie-là de la légende aurait été oubliée. Ce que je trouve bizarre, parce qu'un Ganondorf momifié, c'est quand même pas un détail insignifiant. Et aussi, les Sheikah n'ont pas oublié de parler de leur super technologie, ni du fait qu'ils se sont fait honteusement éjecter par la famille royale. Mais ils auraient oublié l'histoire de Ganondorf scellé dans les sous-sols par une main mystérieuse, et l'existence de la Triforce. Suspicious. En fait, plus ça va, plus je les trouve chelous, les Sheikah. Parce que pour un peuple qui aurait eu une technologie et un savoir incredible, ils ont quand même des sacrés trous de mémoire. Sans parler du fait que la moitié de leurs membres sont devenus des gros tarés qui veulent le retour de Ganon et qui font une fixette bizarre sur les bananes. Ouais, mais je sais pas. Peut-être qu'en vrai, il n'y a rien à trouver là-dedans, que c'est juste que les concepteurs du jeu ont dit « Allez hop, on va dire que les Sheikah ont perdu leur savoir et leur technologie comme des gros demeurés parce que ça nous arrange bien pour notre scénario, et puis c'est tout. » Peut-être que c'est juste ça et que j'en veux aux Sheikah pour rien en fait. Bref. J'ai bifurqué, mais revenons-en à nos théories sur cette main mystérieuse. On en était à se dire, c'est bizarre, pourquoi avoir scellé Ganondorf de cette façon ? Je dirais même plus, s'il ne pouvait pas être scellé comme Ganon l'est par Zelda, pourquoi ne pas avoir simplement tué Ganondorf ? Pourquoi avoir mis en place tout ce truc de saut, momification, etc. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent les Zelda-tubers Zeltic et Nintendo Black Crisis, parce que les vidéos sont en anglais, donc c'est pas forcément évident pour ceux qui parlent pas anglais, mais ils ont émis une théorie des plus intéressantes. Ils ont remarqué que certes, la malice s'échappe du corps de la momie, mais aussi et surtout que l'un de ces écoulements de malice passait par la main magique et allait direct au plafond. Ils ont fait ensuite le rapprochement entre la salle de la momie et le sanctuaire de la Renaissance, qui ont, il est vrai, des similitudes niveau architecture. Avec ça, ils ont émis l'hypothèse que la main, en plus de maintenir Ganondorf la momie tranquille, elle pomperait la malice de son corps pour l'utiliser. L'idée globale étant que les Sheikah auraient mis en place un dispositif permettant de filtrer, en quelque sorte, la malice, pour en faire une source d'énergie propre, clean, qui serait ensuite, une fois purifiée, utilisée dans leur propre technologie. En gros, la malice, c'est du pétrole, et les Sheikah raffinent tout ça, et à la fin, ils en font de l'essence pour leur machine. Et les deux théoriciens ajoutent que, suivant cette théorie donc, ça expliquerait que Ganon ait aussi facilement corrompu la technologie des Sheikah, puisqu'en fait cette énergie serait la sienne à l'origine. Alors personnellement, cette théorie, je n'y crois pas du tout, mais j'aimerais que ce soit vrai. D'abord parce que c'est une idée qui va totalement dans mon sens et mon désamour des Sheikah. Franchement, pomper l'énergie maléfique pour en faire de la gasoline, il faut vraiment pas être net dans sa tête. Mais aussi et surtout, c'est un super concept. Ça apporterait de la nuance, vous voyez, dans le côté les gentils contre les méchants. Là, on pourrait se dire, les gentils, en fait, ils font des choses pas jolies.
Et même, on pourrait presque avoir un petit peu pitié de Ganondorf. Bon, c'est peut-être juste moi et mon petit cœur tendre, mais ouais, je trouverais ça horrible. Il a beau être méchant, c'est pas une excuse pour être ignoble avec lui et exploiter son corps cadavre de cette façon. Et c'est intéressant cette théorie parce que ça montre comment, avec les mêmes images, les gens vont comprendre les choses différemment. Moi, quand je vois la malice là qui passe par la main et qui s'échappe, j'ai pas du tout l'impression que c'est volontaire de la part de la main. Je l'interprète plutôt comme le sceau est affaibli, la malice de Ganondorf réussit à s'exfiltrer de partout, y compris par le sceau lui-même, et à force, c'est ce qui a permis la reconstitution de Ganon le Fléau. Donc cette théorie, l'idée en elle-même, j'y crois pas, mais j'aime bien le concept d'une histoire plus complexe que juste le bien contre le mal. Ce qui est, somme toute, déjà insinué dans beaucoup de Zelda, plus particulièrement les gros jeux Zelda, ceux qui ont apporté beaucoup de matière au lore de la série. À l'exception de Skyward Sword, là pour le scénario, ils se sont clairement pas cassé la binette, c'est un ramassis de gros clichés, mais dans les autres, de prime abord, on a ce côté le bien contre le mal, mais entre les lignes, on peut voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est marrant parce que souvent, c'est des jeux que quand je les ai faits dans ma jeunesse, n'est-ce pas, à ce moment-là, je les ai pris au premier degré, on pourrait dire, j'ai pas vraiment analysé. Et maintenant, en revoyant les jeux avec un regard un petit peu plus aiguisé, j'imagine, je vois beaucoup plus de choses dérangeantes. Vous voyez le temple de l'ombre dans Ocarina of Time? Moi, à l'époque, j'ai fait le temple en traçant ma route, là, sans faire attention ni me poser trop de questions. Mais quand je le revois maintenant, le sang, les morts-vivants, les chaînes, les guillotines, le boss Bungo Bungo qui est une créature avec la tête et les mains tranchées, mais wow, c'est quoi ce temple de l'horreur, Et c'est pas les méchants qui s'occupaient de cet endroit, non, c'était les Sheikah. Dans Twilight Princess aussi, déjà le bannissement des Twili, c'est pas clair cette histoire, du peu qu'on voit d'eux et de leur monde, ils ont pas l'air démoniaques du tout, à commencer par Midona. Mais bon, on n'a que la version des gentils et des sages. Ces mêmes sages qui ont décidé d'envoyer Ganondorf chez les Twili, parce qu'ils savaient pas quoi en faire, en mode allez, tenez le Seigneur des Ténèbres et démerdez-vous avec. Donc bon. Et dans Breath of the Wild aussi, d'ailleurs, on a le bannissement des Sheikah qui nous est dépeint par une Sheikah comme étant une décision arbitraire et injuste du roi d'Hyrule. Donc ce côté-là, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus creusé dans la suite du jeu. Cela étant dit, on continue sur notre théorie de la main mystérieuse. Je ne crois donc pas à la théorie de la main pompeuse de malice, je pense plutôt, et je crois que c'est la théorie dominante, que l'idée derrière ce sceau, c'était plutôt de briser le cycle de la malédiction. L'idée étant, on empêche Ganondorf de mourir, comme ça, l'incarnation du mal, c'est-à-dire la haine de l'avatar, du néant, tout ça, ne pourra pas se réincarner, puisque la précédente incarnation ne serait toujours pas morte. On pourrait dire que le plan n'a pas marché puisqu'on a quand même eu Ganon, mais 10 000 ans d'air de paix, c'est pas mal, En tout cas, jusqu'ici, c'est le plan qui a le mieux marché et le plus longtemps. Bon, de mon point de vue, je crois pas qu'il y ait d'autres mystères derrière la volonté d'avoir gardé Ganondorf dans cet état de non-mort. Toutefois, dans le trailer, tous les éléments en rapport avec Ganondorf, la fresque, la momie, etc., ces éléments sont repris de Twilight Princess. En tout cas, ce sont des lourdes références. La fresque déjà, elle représente un homme à cheval avec des personnages qui tirent à l'arc. Et bien dans Twilight Princess, lors du combat final, on affronte Ganon le Fléau, qui a une apparence identique à celle de Breath of the Wild. Et ensuite, on combat Ganon à cheval avec Zelda qui lui tire dessus avec son arc et ses flèches de lumière. Et c'est le seul Zelda où on fait ça. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est précisément ce qu'on voit sur la fresque, mais soit c'est bien ça, soit cette peinture représente plutôt le moment où Ganon, avec ses Gerudo, a voulu faire la guerre et s'emparer du pouvoir. Et dans les deux cas, ça se passe dans Twilight Princess. Ensuite, on a la momie en elle-même. Je vous ai déjà dit que cette momie était un condensé des caractéristiques de Ganon, mais on peut ajouter 3 éléments. La bouche ouverte, avec les mignons petits crocs là en bas bien visibles, c'est précisément l'expression du visage de Ganondorf quand il meurt dans Twilight Princess. Le craquement du cou, qui est le même que celui que fait Xanto quand Ganondorf meurt. Et bien sûr, l'endroit où est placée la main magique. C'est précisément là que Link plante l'épée de légende quand il achève Ganondorf. Et avant Link, c'était déjà là qu'avaient frappé les sages quand ils ont essayé de l'exécuter.
exécution qui a raté, mais qui avait laissé une blessure béante dans le torse de Ganondorf. Donc les références à Twilight Princess, elles sont évidentes. Maintenant, impossible de savoir si ce sont juste des références à un Ganondorf en particulier. Une façon de dire, voilà, regardez, c'est bien le Ganondorf, il est pareil que dans tel jeu. Ou si ça a une raison d'être dans le scénario. Un truc du style, par exemple, une fois Ganondorf tué, embroché par l'épée de légende, on a retiré l'épée, mais en fait Ganondorf a repris vie peu à peu, ou bien on a eu peur que ça arrive, et de ce fait, on a posé ce sceau à l'emplacement de la blessure fatale. Pourquoi pas? Ça pourrait avoir un vrai rôle dans l'histoire. Et puisqu'on est là pour parler théorie, continuons dans notre lancée. Comme je vous l'ai dit, Ganondorf, pour autant qu'on pouvait en juger dans les précédents jeux, il était mort. Mort de chez mort. Et voilà qu'en fait, il est toujours en vie. Je ne vois pas comment ça va être expliqué dans le jeu, peut-être que ça ne le sera pas, ce ne serait pas la première fois qu'on a des trous dans les explications, mais peut-être qu'on va nous sortir la bonne vieille astuce de quelqu'un a ressuscité Ganondorf. Vu que, apparemment, les méchants aiment bien le ressusciter, ou le libérer de ses prisons magiques. C'est même quelque chose qui a été réutilisé là récemment dans Hyrule Warriors avec le devin, mais c'est pas nouveau, ça fait déjà plusieurs Zelda qu'on nous sort ce mécanisme. Et même dans Breath of the Wild, on a les fameux Yiga qui veulent le retour de Ganon, parce qu'apparemment les mecs ils ont pas compris que ce serait la fin du monde. Donc on peut imaginer que à un moment, quelqu'un, dans l'ère qui a précédé Breath of the Wild, a fait revenir Ganondorf. Pourquoi pas par exemple en ayant retiré l'épée de légende plantée dans son corps? Pourquoi pas même en ayant utilisé la Triforce? Tout est possible puisqu'on ne sait rien du tout. Personne à l'époque n'ayant daigné prendre de petites notes. Cette idée d'un Ganondorf mort mais qui aurait été ressuscité, elle m'est venue à force d'entendre parler de la 8e héroïne. Alors pour les gens qui vont zapper cette histoire, grosso modo vite fait j'explique. Dans tous les jeux Zelda, on a des mystères irrésolus et Breath of the Wild ne fait pas exception. Il y en a même un paquet, vu qu'on nous explique quasiment rien. Je pense que certains de ces mystères n'ont pas vraiment vocation à être expliqués, comme par exemple le cheval alpha et le mont Satori. D'ailleurs ça n'a pas d'intérêt direct dans l'histoire, et ça n'est rattaché à aucune quête. Et il y a d'autres mystères, on voit qu'il y a un truc. C'est le cas chez les Gerudo avec l'histoire des 7 héroïnes. Alors je ne vais pas m'éterniser sur toutes les théories qui ont été faites concernant leur identité, etc. En gros, on sait que les Gerudo ne vouent pas vraiment de culte à la déesse Hylia, contrairement aux autres peuples, mais elles vénèrent un groupe de 7 héroïnes, sans que le jeu nous explique ni vraiment pourquoi elles sont vénérées, ni qui elles étaient. On nous dit juste qu'elles sont chacune rattachées à une vertu, mais quand on se rend au lieu du monument qui leur est consacré, à savoir cette immense statue, on n'en apprend pas plus. Elles sont toutes identiques, elles sont placées en cercle, ce qui est le signe d'une égalité parfaite entre elles toutes, mais c'est à peu près tout. Alors on peut se demander si elles ont vraiment existé en tant que personnes, c'est-à-dire des personnages historiques, ou si c'est juste une personnification des vertus qu'elles sont censées représenter. Sur les statues, on a des mots qui sont gravés et qui signifient 7 sages. Mais on a eu des sages dans un peu tous les Zelda, donc en fait ça ne nous aide pas trop. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on finit par apprendre, par un Illien et pas par une Gerudo, détail important, qu'en fait il y aurait une 8e héroïne, qui pour une raison mystérieuse, aurait été bannie et aurait été totalement effacée de l'histoire. Intéressant, parce qu'on imagine qu'elle a dû faire un truc vraiment moche pour que les Gerudo en arrivent à de telles extrémités. Et on sait que cette 8e héroïne a pourtant bien été vénérée fut un temps, puisque, de 1, dans le cercle formé par les grandes statues des 7 autres là, il y a clairement un trou, probablement là où aurait dû se situer la statue de la 8e héroïne. Et de 2, dans le repère des Yiga, on a une version plus petite des gros monuments, et là on a bien 8 statues. Et on sait que cet endroit était autrefois un lieu de culte des Gerudo, mais qu'il a été abandonné, et plus tard les Yiga en ont fait leur repère. Là où je voulais en venir, c'est que si on cherche quelqu'un qui aurait pu avoir l'idée saugrenue de ressusciter Ganondorf, est-ce que ça aurait pu être cette 8e héroïne? Quelqu'un qui au début faisait partie d'un groupe de sages ou de dirigeants, et qui à un moment aurait perdu les pédales et aurait voulu ressusciter leur ancien chef, pour avoir un nouveau leader ou pour restaurer la puissance des Gerudo ou je ne sais trop quoi. Ça expliquerait le bannissement, parce qu'effectivement ressusciter Ganon c'était vraiment pas cool. Dernier petit mot sur les Gerudo, parce que je les kiffe. Dans Breath of the Wild, elles sont totalement réfractaires à la présence des hommes dans la société, elles sont très sévères par rapport à ça. Alors c'était déjà une communauté de femmes dans Ocarina of Time, mais elles étaient un petit peu plus relaxes avec la présence des hommes. Déjà parce qu'elles étaient dirigées par un homme. Elles pouvaient occasionnellement accepter certains hommes parmi leur groupe,
Cela dit, on peut imaginer que l'existence de Ganondorf ait provoqué deux choses. D'abord, l'association entre le fait qu'il soit un homme et le fait qu'il soit un être mauvais. D'ailleurs, je crois que dans Breath of the Wild, quand on parle à certaines Gerudo, elles font ce lien-là. Pour elles, un homme, c'est quelqu'un qui a un mauvais fond. Bon, c'est vrai que avoir eu Ganondorf, ça n'a sûrement pas aidé à la réputation des hommes chez les Gerudo. Et aussi, depuis Ocarina of Time, on n'a plus jamais entendu parler de cette histoire de garçon qui naît tous les 100 ans et qui devient le chef des Gerudo. Si on déduit que, puisque Ganondorf n'est jamais mort, eh ben aucun autre garçon n'est né depuis, ça pourrait expliquer que les Gerudo se soient encore plus renfermés sur leur société matriarcale. Puisqu'avant, elles étaient dirigées par un homme, mais que depuis des millénaires, il n'y a plus aucun homme dans leur tribu. Ça se tiendrait. Quoi qu'il en soit, concernant le rôle de cette main magique, l'idée dominante, c'est qu'elle est là pour bloquer Ganondorf, sans le tuer pour autant. En quelque sorte, le garder figé dans le temps. Dernière petite chose, j'attire votre attention sur le fait qu'on est parti du principe que le saut était quelque chose de volontaire, mais en réalité on n'en sait rien. Si ça se trouve, c'était pas quelque chose de planifié. C'est peut-être juste le résultat de quelque chose qui a été fait dans le feu de l'action, pendant un affrontement par exemple, un petit peu comme le bannissement de Ganondorf chez les Twili, dans Twilight Princess. Ça avait été fait par les sages, mais dans la panique. Ils n'avaient pas vraiment réfléchi et c'était pas quelque chose de prévu. Voilà, je tenais à le préciser parce qu'il faut qu'on le garde dans un petit coin de notre esprit. Et maintenant, mesdames et messieurs, on en arrive aux dernières deux grandes théories. J'ai nommé le précédent héros de légende et les Sono. Toujours en spéculant sur l'identité de la main mystérieuse, beaucoup de fans en sont venus à la conclusion que c'était la main du précédent héros de légende. En d'autres termes, la précédente version de notre Link adoré. Cette idée, elle me divise. D'un côté, elle m'arrange pour la théorie de la Triforce divisée en trois, puisque du coup, ce serait parfait, si c'est la main du précédent héros de légende, on peut en déduire qu'elle possède la dernière Triforce, celle du courage, et ça expliquerait pourquoi on n'a jamais entendu parler d'un bout de Triforce qui serait planqué quelque part. On nous retrouverait notre petit trio, Ganondorf la momie avec la Triforce de la Force, la main du précédent héros de légende avec la Triforce du courage, et Zelda avec la Triforce de la sagesse. Ça colle perfectly. Et je comprends aussi l'idée qui est que le rôle du héros de légende, c'est quand même d'affronter Ganondorf et de l'éliminer. Mais là, c'est clairement pas ce qu'il s'est passé, puisque le héros n'a visiblement pas tué Ganondorf. À la place, le bougre a été scellé. Or, dans tous les Zelda, Ganon/Ganondorf a toujours été vaincu par l'association du pouvoir de Zelda et celui de l'épée de légende et de sa lame purificatrice portée par le héros. Donc, première possibilité. Le héros et la princesse ont combattu, tous les deux comme d'hab, et une fois Ganondorf gravement affaibli, une tierce personne, un puissant mage par exemple, est intervenue après coup pour faire le saut. Et donc la main ne serait pas celle du héros de légende. Mais deuxième possibilité, cette main est bien celle du héros. Et si cette main est celle du héros, alors ce serait quoi l'idée? Les gentils de l'époque se seraient dit, bon ok, le coup du saut de la princesse et de l'épée purificatrice, ça marche bof, on va tenter une autre stratégie, on va donner une main ensorcelée au héros, et lors du combat contre Ganondorf, au moment opportun, au lieu de lui planter l'épée de légende pour l'achever, le héros va le saisir avec sa main ensorcelée, ce qui va réaliser le saut et aboutir à la situation qu'on voit dans le trailer. Et tout ce passage de l'histoire aurait été oublié dans la légende. Bizarre, mais bon, admettons. Alors du coup, est-ce qu'on n'a vraiment aucune bribe de preuve comme quoi la main magique serait celle du héros de légende? Cette théorie est-elle sortie de nulle part? Eh bien quand même, il y a un petit truc suspect. La façon dont est représenté le héros de légende dans la tapisserie d'Impa. Traditionnellement, Link, comme il a toujours sa petite tenue verte de lutin, c'est comme ça que le héros est représenté graphiquement. Donc les cheveux blonds, sa petite épée magique là, et sa tenue verte. Dans Breath of the Wild, pour la première fois, on a quelque chose de totalement différent. Déjà, on n'a plus la tenue verte, ce qui s'explique pas vraiment parce que c'est pas parce que Link dans le jeu n'a plus cette tenue que les précédents n'ont pas eu cette tenue. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, on a l'apparition d'une soudaine tignasse rouge. En fait, la seule chose qu'on retrouve par rapport aux anciennes versions, c'est l'épée. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette représentation du héros dans Breath of the Wild, je pense que comme pour tout le monde, ça m'a interloqué. Mais je vous dis franchement, je suis vite passée à autre chose. Je ne suis pas restée là à essayer d'expliquer pourquoi les cheveux rouges, pourquoi la tenue ou je ne sais quoi.
Mais à bien y regarder, il y a un autre détail bizarre sur la tapisserie. La main du héros qui brandit l'épée, elle est d'une couleur bizarre. Elle est jaune. Ce qui est un peu étrange, il faut bien l'admettre. Mais alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que c'est une façon de représenter la Triforce qu'aurait possédé le héros à ce moment-là? Ou bien est-ce que ce serait une référence au bracelet doré, le même qui orne la main magique? Et c'est ce petit détail qui ferait le lien entre la main et le héros de la tapisserie. Peut-être. Mais comme je l'ai dit, c'est pas la seule chose troublante dans cette nouvelle façon de représenter le héros. Le fait qu'il ait une tenue différente, certes, et surtout, ses cheveux rouges ont donné naissance à tout un tas de théories. Et notamment le fait que le précédent héros de légende aurait été un membre du peuple Sono. Alors là, on va parler de la théorie la plus partagée et la plus hypée de tout Breath of the Wild 1 et 2. Les Sonos. Peut-être que, tout comme moi, vous avez passé 300 heures dans le jeu sans jamais vous être posé la moindre question sur les Sonos. Alors oui, bien sûr, on a bien vu qu'il y avait des ruines, hein, mais de là à avoir cherché des explications plus loin que « Oh là là, qu'est-ce que c'est joli !» J'avoue, personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais pour ma défense, les Sonos, ils sont nulle part et personne n'en parle jamais. Il faut savoir que depuis le jeu Ocarina of Time, les concepteurs nous ont habitués, dans chaque nouveau jeu, à l'apparition de nouveaux peuples ou de nouvelles races. Dans Ocarina of Time, on a eu une nouvelle version des Zora, les Gorons, le peuple de la forêt et les Gerudo, et bien sûr les Sheikah. Dans Twilight Princess, on a eu 2 peuples, mais qui font pas vraiment partie d'Hyrule, mais qui sont dans le jeu, qu'on rencontre, à savoir les Thuli, peuple qui fait partie en fait d'un monde parallèle, et un peuple... Alors c'est des poulets avec des têtes d'humains, que, Dieu merci, nous n'allons plus jamais revoir dans les autres jeux. Dans Wind Waker, on a l'apparition des Piaf. Et dans Skyward Sword, on a d'autres races qui apparaissent, mais qu'on ne reverra plus, soit parce qu'elles ont évolué, soit parce qu'elles ont simplement disparu. Bref, à chaque jeu, son lot de nouvelles peuplades. Mais bizarrement, pas dans Breath of the Wild. On n'a que des peuples qui étaient déjà connus dans les précédents jeux. La seule vraie nouveauté, en fait, c'est de les avoir tous mis ensemble dans un seul et même jeu. Enfin, c'est pas tout à fait exact. On a un nouveau peuple, simplement, personne n'en parle parce qu'il n'existe plus. Et il est simplement jamais mentionné dans tout Breath of the Wild. La seule chose qu'on a, c'est des ruines qui ont appartenu à leur civilisation. Et des traces indirectes qu'on peut éventuellement relier à cette civilisation. Ce peuple, on sait que c'était le peuple Sono, grâce à une seule mention qui en est faite sur la carte d'Hyrule. Là où il y a le plus de ruines, à Firon, cet endroit s'appelle les ruines Sono. Et voilà, c'est tout. Oui, c'est un peu maigre. Cela dit, partout, dans tout Hyrule, on peut voir les ruines de monuments qui sont clairement des ruines Sono, parce qu'ils ont une architecture très reconnaissable. Je sais plus où est-ce que j'avais vu que leur style culturel est inspiré de l'ancienne civilisation des Khmers. Perso, je trouve que ça ressemble en fait beaucoup plus aux civilisations précolombiennes, mais bon, bref. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un style très reconnaissable, qui n'a rien à voir avec celui des autres peuples. Donc quand on voit ces ruines, on sait que c'est des ruines Sono. Ce que ces ruines nous apprennent sur les Sono, c'est que c'était un peuple répandu donc dans tout Hyrule, même s'ils semblent avoir surtout vécu à Firon, et qu'ils avaient quand même un niveau d'artisanat très développé, puisque leur construction, c'est pas du travail de guignol. C'était visiblement un peuple proche de la nature, puisqu'ils ont surtout sculpté des animaux, on n'a pas de figure humaine dans les vestiges, en tout cas pas dans ce qu'on peut voir. Et dernier indice sur les Sono, dans les 3 grands labyrinthes qu'ils ont l'air d'avoir construits, en tout cas c'est leur style, on peut trouver les pièces d'une tenue qui s'appelle la tenue barbare. Alors il n'est pas dit explicitement que c'est une tenue fabriquée par les Sono, mais on peut le déduire parce qu'elle se trouve dans leur construction déjà, et le descriptif parle d'une tenue qui aurait été faite par un ancien peuple disparu. Précisons que cette tenue a des propriétés magiques, ce qui semble montrer que le peuple maîtrisait la magie. Il semble aussi qu'on peut déduire, si on est observateur, que le symbole de ce peuple ait été une spirale. Je précise que ce symbole, il ressemble pas mal à celui du peuple de la forêt des précédents Zelda. Alors est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est pertinent? Je l'ignore. Et c'est absolument tout ce qu'on peut apprendre sur les Sono dans le jeu, puisqu'apparemment, il n'y a jamais eu un seul historien dans ce foutu royaume, et donc on a 0 info sur un peuple qui a clairement occupé tout Hyrule et a laissé des constructions monumentales, mais dont personne ne sait plus rien. Heureusement, en plus du jeu,
on a un bouquin qui est sorti et qui parle de la conception de Breath of the Wild. Et on y parle des sonos. Alors vite fait, vous attendez pas à des révélations fracassantes. Mais il y a quelques petites infos. Déjà, information la plus intéressante de mon point de vue, on nous dit que c'était un peuple qui connaissait la Triforce et qui la vénérait sous une forme un peu imagée, de la façon suivante, le sanglier pour la force, le hibou pour la sagesse et le dragon pour le courage. Le courage semblant être le plus important pour ce peuple parce que c'est la figure dominante dans leur sculpture. Et ça expliquerait qu'ils se soient installés principalement à Firon, puisque c'est là que se trouve la source sacrée du courage. Et le dragon protecteur de cette source, ce qui explique aussi le choix du dragon pour représenter le courage. On sait aussi que les rumeurs disent que les sonos auraient été un peuple guerrier et maîtrisant l'art de la magie, ce qui coïncide avec la description de la tenue barbare. Et on nous confirme aussi que la spirale est leur symbole privilégié. Pour finir, information aussi très intéressante, on nous dit que ce peuple a disparu subitement et mystérieusement il y a plusieurs siècles. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait sur les sonos. On est d'accord que si c'est pas rien comme info, ça reste un peu juste pour élaborer des scénarios. Et pourtant, la théorie selon laquelle les sonos vont avoir un rôle majeur dans Breath of the Wild 2, c'est la théorie préférée des fans. Cette théorie, elle n'a pas grand-chose de probant à se mettre sous la dent, il faut bien l'admettre. En revanche, elle a une multitude de petits détails depuis lesquels on peut broder pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus consistant. On commence par revenir sur la façon dont est représenté le héros des légendes, sur la fameuse tapisserie de Impa. On a déjà expliqué pour la main jaune, mais l'autre détail anormal, vous vous souvenez, c'est les cheveux rouges. Caractéristique qui appartient normalement au Gerudo. Le fait est qu'on a toujours eu un héros qui était un pur Illien, et qui d'ailleurs a toujours les cheveux blonds. Alors certes, les Sheikah et les Gerudo sont aussi des humains, mais sont considérés comme étant à part des Illiens, et on a toujours eu un Illien, un Link, qui était un Illien pur et dur. Alors est-ce que pour une fois, le héros aurait été un Gerudo ? Après tout, on leur a bien filé Ganondorf, peut-être qu'on a essayé de réparer l'outrage en leur donnant aussi un héros, ça aurait été sympa. Mais hautement improbable. D'abord parce que si les Gerudo avaient eu un grand héros parmi elles, elles en auraient parlé à un moment ou à un autre, on aurait gardé une trace. Et surtout, les Gerudo ne donnent naissance qu'à des filles. Et pour autant qu'on sache, il n'y a pas eu de nouveaux garçons depuis Ganondorf. Donc le héros qui serait un Gerudo, a priori, non. Et c'est là qu'interviennent les sonos. Certes, on aurait donc un héros qui ne serait pas non plus un Illien pur et dur. Sauf si on considère les sonos comme une simple communauté qui faisait partie des Illiens, et pas comme un peuple à part entière, une autre race je veux dire. Mais avec un héros sono, on pourrait expliquer les cheveux rouges, grâce à la tenue barbare. Et oui, cette tenue a un casque, et ce casque a une crinière rouge. Et si cette tenue est celle du héros de légende, on pourrait comprendre qu'elle ait été si précieusement conservée et mise à l'abri dans des coffres des labyrinthes. C'est plausible. Et en sachant qu'il maîtrisait la magie, ça pourrait expliquer la main ensorcelée. Et puisqu'on en a théorisé, ça pourrait expliquer la Triforce du courage. Parce qu'on sait que les sonos vénéraient tout particulièrement la représentation du courage avec les dragons. Le courage qui est normalement relié au héros de légende, puisque dans les précédents jeux, c'est Link qui a le morceau de la Triforce du courage. On peut même imaginer que le morceau de Triforce du courage qui s'est retrouvé esselé et sans porteur était conservé sous forme de relique par les sonos, qui lui vouaient un culte par exemple. Ça pourrait justifier leur implication dans la lutte contre Ganon, ou bien la naissance d'un héros parmi leur peuple. Toujours en théorisant sur les sonos, on va parler maintenant de la partie la plus étrange de leur histoire, à savoir leur soudaine disparition. Bon, alors là, on va monter encore le niveau d'un cran, niveau spéculation, parce que concrètement, on a zéro info. Est-ce qu'ils en ont eu marre d'Hyrule et ils se sont barrés ? Est-ce qu'ils ont été massacrés ? Est-ce qu'ils ont été décimés par une maladie ? Tout est possible. Mais si on jette un petit regard en arrière sur l'histoire d'Hyrule, on constate quand même que la famille royale et les sages et toute la clique là, ils avaient la main un peu leste sur les bannissements et autres châtiments un peu radicaux. Et probablement pas toujours de façon très juste ni avisée. Il n'y a qu'à voir les Sheikah, je les aime pas, et peut-être que parmi eux il y avait effectivement des individus suspects, mais bannir toute une communauté qui a quand même bien servi la famille royale pendant des temps immémoriaux, ça paraît un peu extrême. Et aussi, je repense à la technologie des Sheikah, et comme ils auraient pu s'en servir pour se venger ou menacer le roi, et ils l'ont pas fait.
ce qui montre que la plupart d'entre eux étaient des gens plutôt bien intentionnés, enfin en tout cas pacifistes, et ne méritaient certainement pas d'être chassés. Et bien sûr, quand on parlé de bannissement extrême, on a les Twili. Alors les gentils disent que c'était des puissants magiciens qui utilisaient une sombre magie et qui planifiaient de s'emparer d'Hyrule, du Saint-Royaume, tout ça. Mais enfin, ça c'est leur version de l'histoire. Parce que les Twili, à un moment dans le jeu, on va leur rendre visite dans leur bled et ils ont pas l'air malveillants du tout. Et leur reine, elle est super cool. En fait, le seul Twili méchant qu'on rencontre, c'est celui qui a été corrompu par Ganondorf. Ganondorf qui avait été lui-même envoyé là par les sages. Et d'ailleurs, on nous dit que ce sont carrément les déesses qui sont intervenues pour bannir les sombres magiciens. Alors est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur la bizarrerie de cette version? Les déesses, qui n'ont pas jugé utile d'intervenir pour éradiquer l'avatar du néant, elles ont laissé Hylia en galère toute seule pour s'en occuper, elles n'ont pas jugé utile d'éradiquer Ganondorf le sociopathe qui veut détruire Hyrule à intervalles réguliers, mais elles interviennent pour bannir une troupe de magiciens qui semblait un petit peu louche. Alors, soit les déesses c'est des bouffonnes, c'est possible après tout, on les connaît pas, et le fait qu'elles aient jugé utile de laisser derrière elles la Triforce, ça peut prouver qu'on peut être une divinité et être en même temps un peu bas de plafond. Soit c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais comme on n'a aucun moyen de connaître la vérité, de toute façon on est marrant. On ne serait donc pas étonné si la vraie histoire, c'est que ces pauvres Twili avaient été bannis simplement parce qu'ils faisaient un petit peu trop d'ombre aux autres dirigeants d'Hyrule. Exactement ce qui s'est passé avec les Sheikah. Considérant cela, pas mal de fans pensent que le précédent roi d'Hyrule aurait simplement chassé les Sonos, comme l'ont été ensuite les Sheikah. C'est possible. Cela dit, ça n'explique pas leur soudaine totale désintégration. Sauf si en fait, ils n'auraient pas tout à fait disparu. On en arrive à l'ultime théorie des Sonos, le village des Caraï. Alors le jeu en lui-même ne dit rien de spécial sur le peuple des Caraï, le livre que j'ai mentionné tout à l'heure non plus d'ailleurs. En gros, il n'y aurait rien de spécial sur ce petit village. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant sur le village des Caraï, c'est pas ce qu'on apprend dans le jeu. C'est plutôt les éléments à considérer d'un point de vue extérieur, en réfléchissant aux intentions des concepteurs du jeu. Déjà, le village des Caraï, il ne sert à rien. C'est le seul lieu où il n'y a rien à faire et personne à rencontrer. Tous les autres villages ont un rôle dans l'histoire, sauf les Caraï. En fait, pour vous parler de ma propre petite expérience, moi je suis tombée sur le village des Caraï complètement par hasard, pendant mon exploration. Et à mon avis, je suis pas la seule. Je crois qu'en fait, on peut croiser quelques habitants des Caraï loin du village, Mais bon, moi je les avais pas captés, et donc, quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur ce petit village de pêcheurs au bord de la plage. C'est quand même bizarre de s'être donné la peine de faire un village, et de ne lui donner aucun rôle. Ensuite, ce village se trouve tout au bout de la région de Firon, et devinez quel symbole ils ont gribouillé un petit peu partout? Une spirale. Et pour finir, les habitants des Caraï ont l'air d'être des Hyliens comme les autres, à en juger par leur aspect, mais on sait que Nintendo, pour distinguer les différents groupes humains, joue sur les caractéristiques physiques. Les Sheikah ont les cheveux blancs, et avant ils avaient tous les yeux rouges. Les Gerudo ont une stature plus importante que celle des Hyliens, et elles ont les cheveux rouges. Et avant, elles avaient les oreilles rondes et les yeux jaunes. Et les villageois des Caraï ont tous les yeux bleus. Suspicious. Et je crois aussi qu'ils ont tous les cheveux noirs, mais j'en suis pas certaine. Donc, en soi, il n'y a rien de spécial sur les Sonos et le village des Caraï dans le jeu. Mais si on analyse avec un regard extérieur, là on peut voir des petites choses troublantes, des petits indices. Et pour être franche, ce qui moi m'a le plus interpellée dans le choix de Nintendo et qui aurait tendance à me faire adhérer à la théorie des Sonos, et à leur probable rôle dans Breath of the Wild 2, c'est un détail du trailer de 2014 de Breath of the Wild. Le premier décor qu'on voit dans le trailer, c'est les ruines Sonos. Et c'est un des rares éléments du trailer qu'on va retrouver tel quel dans le jeu final. Ça veut dire que dès le début, l'idée des ruines Sonos était très établie. Alors on pourrait se dire, c'est un détail puisque finalement dans le jeu, les ruines n'ont aucun rôle particulier. Certes. Mais voilà qu'on nous sort le trailer de Breath of the Wild 2, et devinez quel est le premier élément de décor qu'on nous montre. Ah, des ruines Sonos! Et puis avec la spirale bien en grand, histoire d'être sûr qu'on la loupe pas. Mais après, comme je suis d'une nature sceptique, on pourra toujours rétorquer que c'est juste un élément visuel pour montrer aux spectateurs que les lieux où se trouve Zelda et Link sont très anciens. Mais rien de plus. De la même façon, on a beaucoup parlé des cristaux luminescents.
comme quoi leur couleur évoque les esprits, que la rumeur dit que ces cristaux, qui sont clairement une version cristalline des gemmes Nox, pourraient contenir une essence spirituelle, voire les esprits piégés des défunts, le tout étant lié à la fameuse magie des Sonos. Alors certes, ce vert turquoise est la couleur assignée dans tous les Zelda aux esprits/fantômes. Et on imagine mal que Nintendo ait par hasard assigné cette couleur distinctive aux cristaux. Il y a effectivement l'air d'y avoir quelque chose à comprendre là-dedans. Mais là encore, on pourrait arguer que les cristaux sont juste un élément visuel, pour créer des sources lumineuses, parce que sinon là-dedans, ça serait tout noir et on verrait rien. Et aussi parce que les cristaux qui brillent, c'est joli. Pour en finir avec l'histoire des Sonos, certaines personnes ont fait le lien entre les Sheikah et les Sonos. De fait, si le précédent héros de légende était un Sono, ça veut donc dire que les Sonos existaient encore quand les Sheikah étaient à l'apogée de leur technologie, et qu'ils ont collaboré d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que pour combattre Ganon. Encore une fois, si ça s'avère exact, on ne comprend pas que les Sheikah ne l'aient pas mentionné. De deux choses l'une, soit c'est le jeu, dans sa conception, qui fait exprès de ne pas en parler, peut-être parce que Impa n'avait pas de raison précise de le mentionner, ou peut-être que ça faisait trop d'informations à transmettre alors que c'était inutile pour la compréhension du jeu à ce moment-là, ou peut-être simplement que c'était fait exprès pour ne pas révéler trop d'infos sur le scénario de la suite du jeu. En d'autres termes, les Sonos, la Triforce, Ganondorf, tout ça, en fait les Sheikah sont au courant, mais n'ont pas encore transmis les informations à Link, parce qu'il y avait plus urgent, c'est-à-dire sauver la princesse et tuer Ganon. Et aussi parce que d'un point de vue du scénario, ça n'avait pas d'intérêt d'en parler dans le premier jeu. Et ensuite, on n'a pas manqué de remarquer que les ruines Sonos sont quasiment toutes assignées à un sanctuaire Sheikah. Alors certains fans y voient la preuve que les deux peuples ont collaboré. Moi, je suis plus dubitatif parce que les constructions Sonos ont l'air vraiment beaucoup plus anciennes, plus délabrées. Et aussi, j'ai beau réfléchir, je vois pas pourquoi les Sheikah n'auraient pas pu simplement utiliser les ruines Sonos qui existaient déjà pour y construire leur sanctuaire. Simplement parce que ce sont des zones remarquables, ce qui en fait tout simplement un bon spot. Donc personnellement, là comme ça, je vois pas de lien direct entre les ruines Sonos et les Sheikah, autre qu'une réutilisation par les Sheikah. En tout cas, ça m'apparaît pas comme une preuve qu'ils auraient pu collaborer. D'un autre côté, les Sheikah sont un peuple qui remonte à la création d'Hyrule, et j'ai peine à croire qu'ils n'aient aucune info sur les Sonos. Ils ont forcément été, à un moment donné, en même temps, dans Hyrule. Peut-être qu'ils ont effectivement des infos et qu'ils nous les transmettront dans Breath of the Wild 2. J'ai quand même un petit bémol à propos de cette histoire de ruines et de sanctuaires. Ce sont les ruines de la Palmeraie. Alors je repose le décor. Près du village des Carailles, on a des petites ruines Sonos, qui, comme d'hab, sont associées en fait à un sanctuaire Sheikah. Et pour révéler le sanctuaire, il faut suivre une consigne qui est inscrite sur un petit monument en forme de disque brisé, sur lequel il y a des inscriptions phosphorescentes. Un villageois des Carailles est là, près des ruines, et nous dit que si on retrouve les morceaux manquants du disque brisé, il pourra déchiffrer le texte. Donc on lui apporte des photos des morceaux, et là, effectivement, il déchiffre le texte, et on peut révéler le sanctuaire. Ce qui est bizarre, c'est les inscriptions sur le disque. C'est pas du Sheikah, alors que ça aurait dû, c'est pas du Hylian, et c'est pas du Gerudo. C'est donc une langue inconnue. Bon, ça pourrait être du Sono, puisqu'on ne sait pas si ce peuple avait sa propre écriture, donc peut-être que oui. Et que pour une raison mystérieuse, il n'y a aucune trace nulle part de cette écriture, sauf sur le disque. D'ailleurs, les théoriciens disent que si le villageois peut déchiffrer ce texte, qui pourtant n'est dans aucune langue connue d'Hyrule, ça pourrait être la preuve que les habitants des Carailles sont bien les descendants des Sonos, et qu'en fait, ils connaissent toujours l'ancien alphabet. Simplement, ça ne nous serait pas dit dans le jeu, mais bon, ok, pourquoi pas. Sauf que même comme ça, on a une incohérence, parce que comment les Sonos auraient-ils pu écrire une consigne concernant l'accès au sanctuaire des Sheikah? D'ailleurs, pourquoi même est-ce qu'ils l'auraient fait? Alors, est-ce que c'est un indice qui nous permettrait de croire que les Sonos et les Sheikah ont effectivement collaboré? Ce serait mystérieux, Ce disque, il a fait beaucoup parler de lui. D'abord pour cette histoire de langage inconnu, et aussi parce que, pour beaucoup de fans, c'est une reproduction du miroir des ombres de Twilight Princess. Alors, si c'est une reproduction, elle est franchement foirée, parce que, à part la forme de disque, il n'y a pas de rapport. Le miroir des ombres, il est beaucoup plus ouvragé et il n'a pas ces inscriptions lumineuses. Par contre, le fait que le disque soit cassé en 3 morceaux, comme le miroir des ombres dans Twilight Princess, ça, je veux bien croire que c'est un clin d'œil. D'ailleurs, en parlant de Twilight Princess, j'ai aussi vu des vidéos faisant le parallèle entre le peuple des Tuli et les Sonos.
C'est-à-dire que les Sonos auraient été en fait des Twilight qui seraient revenus vivre à Hyrule. Le problème avec cette théorie, au-delà du fait qu'on a 0 indice pouvant suggérer ça, c'est que déjà à la base, on ne sait pas qui sont les Twilight. Dans Twilight Princess, on nous explique que des puissants magiciens auraient voulu étendre leur domination. Et qu'en guise de châtiment, les déesses auraient décidé de les bannir dans le monde du crépuscule, un monde parallèle relié à Hyrule par un miroir magique. Et là, dans ce monde du crépuscule, ces êtres bannis seraient devenus les Twilight. Mais on ne nous dit jamais qui étaient ces vilains magiciens soi-disant mal intentionnés. Certains joueurs pensent que c'était des Shekhas, d'autres pensent que c'était des Gerudo. Pour ma part, s'il y a vraiment un lien avec un de ces peuples, si je devais choisir, je pencherais plutôt pour les Shekhas. Parce qu'il y a une ressemblance entre l'architecture et surtout la technologie très avancée des Twilight, elle ressemble beaucoup à celle des Shekhas telle qu'on nous la montre dans Breath of the Wild. Par contre, je vois pas de lien réel avec les Gerudo. Et concernant les Sonos, absolument rien ne laisse suggérer un lien avec les Twilight. Sauf si on croit à cette histoire de disque qui serait en fait un miroir des ombres. Et même ça, c'est un peu léger. On n'a aucun lien, et j'irai même plus loin que ça me paraît en fait assez contradictoire. Parce que les Sonos, ils nous sont décrits comme un peuple proche de la nature, voire même considérés comme barbares par les autres peuples. Or, les Twilight ont une technologie proche de celle des Shekhas, ce qui n'a absolument rien à voir, c'est même plutôt l'opposé. Par ailleurs, les Twilight ont été contraints de vivre dans le monde du crépuscule à cause d'un châtiment des déesses. Or, les Sonos vénéraient des représentations des déesses. Avouez que ce serait un petit peu bizarre qu'ils vénèrent des divinités qui les ont châtiées. Donc le seul point commun que j'ai trouvé entre les Twilight et les Sonos, c'est le fait qu'ils soient décrits comme des magiciens. C'est tout. Voilà pour les Sonos. Allez, on finit par un dernier petit tour sur ce que moi, personnellement, je pense qu'on aurait des chances de trouver dans Breath of the Wild 2, ou ce qui au contraire me paraît improbable. Alors, la présence de la Triforce et de Ganondorf, oui. Tout simplement parce que les deux sont déjà là, indirectement, dans Breath of the Wild. Ce que je veux dire par là, c'est que s'ils refont un retour en force dans la suite du jeu, ça ne sera pas sorti de nulle part. On pourra regarder en arrière et dire « Oui, c'est vrai, on avait vu la Triforce avec Zelda, et oui, c'est vrai, Urbosa nous avait parlé de Ganondorf. » En revanche, les voyages dans le temps et les mondes parallèles, ça je n'y crois pas, parce que pour le coup, ça sortirait de nulle part, ce serait du réchauffé et ça mettrait le bordel. Sauf s'il s'avère que, effectivement, les jeux Breath of the Wild et compagnie ne sont en fait qu'une grosse refonte des anciens jeux. J'espère pas. J'espère vraiment pas. Ensuite, les Sonos. Est-ce qu'ils vont jouer un rôle ? Oui, je pense. Parce que, à l'instar de Ganondorf et de la Triforce, ils sont indirectement présents dans Breath of the Wild. Et aussi, déjà un petit peu, dans Breath of the Wild 2, puisque on voit les deux héros circuler parmi leurs ruines. Est-ce qu'on va retrouver des habitants Sonos planqués dans les souterrains ? Non, les Sonos ont disparu. On va peut-être communiquer avec eux par un biais magique, ou sous une forme spectrale comme avec les prodiges, mais le peuple n'existe plus. En tout cas, sous leur ancienne forme. Parce qu'on a toujours cette histoire de village des Caraïbes. D'ailleurs, on peut tout à fait imaginer que le village des Caraïbes ait enfin un vrai rôle dans la suite du jeu, notamment s'ils sont liés aux Sonos. Et je pense que le jeu va nous ramener d'une façon ou d'une autre à retourner voir chaque village et chaque peuple. D'une façon ou d'une autre. Un ancien héros de légende qui aurait été un Sono, j'ai dit oui, ce serait trop bien. Mais ça voudrait dire donc qu'on part du principe que le héros de légende n'est pas forcément un Ilien. Parce que les Sonos, a priori, c'est pas vraiment des Iliens, exactement comme les Gerudo ou les Shekhas. Et du coup, je dis aussi que c'est risqué, parce que ça voudrait dire que le prochain héros de légende serait de n'importe quelle race. Genre un Goron. Un château qui s'envole ? Pourquoi pas, ça se peut. Voire même des petites zones qui flotteraient. Mais pas plus. J'ai vu des vidéos où les gens disaient qu'il allait y avoir des zones entières qui s'arracheraient du sol d'Hyrule et qui s'envoleraient, et ce seraient des nouvelles zones à explorer. Sauf que non, parce que si c'est des morceaux d'Hyrule qui s'envolent, j'en vois pas l'intérêt, ce serait exactement les mêmes endroits qu'on connaîtrait déjà, sauf qu'ils seraient dans les airs. Donc ça n'apporterait rien de plus. Et une région entière qui serait en fait planquée dans le ciel et qu'on n'aurait jamais vue jusqu'ici, j'y crois pas. C'est pas totalement impossible, dans Twilight Princess on a bien une ville planquée dans le ciel, mais j'y crois pas trop. Ensuite, une Zelda jouable. Oui, mais seulement de façon limitée et dans certaines séquences du jeu. Un nouveau monde tout entier à explorer ? Non. Mais des nouvelles zones débloquées de la carte qu'on connaît déjà ? Oui,
avec pourquoi pas des nouveaux mécanismes tels que la plongée. Éventuellement, une ancienne cité ou quelque chose comme ça ensevelie sous terre, comme pourrait le laisser croire le trailer. Le retour des donjons à l'ancienne, oui, mais seulement partiellement. Je crois pas qu'on verra le retour des donjons qu'on est obligé de faire pour avancer dans l'intrigue, sinon on reste bloqué. Parce que ce serait entièrement casser le concept de l'open world et de la liberté totale qu'ils nous ont donné dans Breath of the Wild. Quand on y pense, même l'épée de légende, ils ont fait en sorte qu'elle soit pas un passage obligé, alors que c'était vraiment une des grosses étapes dans les précédents jeux. Donc ce serait dommage de la part des concepteurs de rétro-pédaler et de revenir à un cheminement plus linéaire. En revanche, des donjons qu'on peut faire pour, en quelque sorte, faciliter sa vie en tant que joueur, je veux dire par là un donjon qu'on peut explorer pour récupérer un objet par exemple, ça serait cool. Un objet qui n'est pas obligé, mais qu'on est content quand on l'a. Idée comme ça au hasard, un objet pour escalader même quand il pleut. Parce que tous, au début quand on a commencé Breath of the Wild, on était là. Waouh, quand il pleut, ça glisse trop pour escalader, tellement de réalisme. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que Hyrule, c'est l'Angleterre et qu'il pleut tout le temps. Et vu qu'on a tout le temps des trucs à escalader, on peut dire que cette galère a clairement été mal dosée dans le jeu. Donc des donjons facultatifs pour ce genre de quête secondaire, ça serait cool. Et aussi, je pense que Nintendo a entendu la critique qui a été faite sur l'absence de diversité, de variété dans les donjons, puisque comme ils étaient tous basés sur la technologie des Sheikah, et du coup c'est tout le temps pareil, niveau ambiance et décor. Et ça, je pense qu'on peut espérer une amélioration. Des quêtes secondaires plus importantes et plus immersives, oui, ce serait super. Comme la quête de Zero dans Breath of the Wild, on a une quête qui est sur du long terme, et avec de l'affect, et un résultat final hyper intéressant. Des chiens à qui on pourrait enfin faire des câlins? Oui! Mais seulement s'il y a des chats, sinon c'est naze. Parce que, écoute-moi bien Nintendo, c'est quoi ce boycott des félins là dans ton jeu? Si t'as été capable de nous sortir des buffles, dinosaures, je sais pas quoi, on veut aussi des lions, des tigres, des chats, peu importe, tant que ça ronronne et que ça aime se cacher dans des boîtes. Et enfin, j'aimerais parler de la théorie qui moi me fait fantasmer, mais bon, ce serait trop beau, et en même temps, si nous on y a pensé, pourquoi pas Nintendo? J'ai nommé la rédemption de Ganondorf. Alors, je clarifie tout de suite, un Ganondorf qui serait un faux méchant et qui basculerait du côté des gentils pendant le jeu, non, faut quand même pas déconner. Mais, un Ganondorf qui, après avoir échoué encore et encore dans ses ambitions, après avoir subi tous ses échecs, des bannissements, des exécutions, après avoir croupi dans un état de mort-vivant pendant 10 000 ans, un Ganondorf qui n'a plus sa place dans cette Hyrule qui a totalement oublié son existence, ce Ganondorf-là, on peut imaginer que, effectivement, il arrive au bout du rouleau et qu'il finisse par vouloir que ça s'arrête, simplement quitter ce monde. Ce que je veux dire, c'est que d'une façon ou d'une autre, il finirait par lâcher l'affaire. On aurait une fin différente et plus profonde, plus originale que l'éternel combat entre Zelda, Link et Ganondorf, avec Zelda qui le scelle, Link qui le tue, et bye bye Ganon, on se revoit à ta prochaine résurrection. Ce serait une belle façon de mettre un terme au cycle de Ganondorf, pour en commencer un nouveau dans la série des Zelda. Cependant, quand j'y réfléchis, alors autant l'idée elle est champ max, autant j'imagine mal comment une intrigue aussi importante pourrait, entre guillemets, rentrer dans l'espace d'un seul jeu. Parce que là où on en est au début de Breath of the Wild 2, on sait rien sur la momie, donc il va falloir que nos héros enquêtent et découvrent son identité. Il va falloir parler de la Triforce, plus probablement d'autres secrets encore anciens de l'histoire d'Hyrule, genre Sono ou autre chose. Et déjà tout ça, ça va prendre beaucoup de place dans le scénario. Alors réussir à caser en plus un Ganondorf qui évolue et qui révèle un personnage bien travaillé sur le plan psychologique, tout ça me paraît compliqué. Sauf si la série Breath of the Wild se révèle être une trilogie. Je l'ai évoqué en rigolant au début de la vidéo, mais figurez-vous que c'est une vraie théorie, il y a pas mal de gens qui y croient. Une théorie non plus uniquement sur l'histoire de la suite du jeu, mais plus largement sur la série des Zelda. Personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de la possibilité d'une trilogie, j'étais là... Ah là là, les fans, non mais je vous jure, on leur donne une main, ils veulent tout le bras. Le 2 est pas encore sorti, ils veulent déjà un 3. Et en plus, je me suis dit, 3 jeux dans le même Hyrule, la même carte, les mêmes habitants, ça me paraît compliqué quand même. Je pense que les fans préféreraient sûrement un tout nouveau jeu. Parce que déjà pour le 2, on a peur que l'univers s'essouffle un petit peu, alors le voir encore dans un 3e jeu...
Bon, cet aspect-là, il me laisse sceptique quant à la possibilité d'une trilogie. Mais, j'ai écouté la vidéo de Sifano, le joueur youtubeur, qui à l'époque de l'annonce de la sortie d'une suite avait déjà évoqué la possibilité d'une trilogie. Et là récemment, il a évoqué cette possibilité, mais d'un point de vue un petit peu plus marketing de la console Nintendo. Et je trouve ça assez intéressant, parce qu'il a raison. La Switch, elle a encore, a priori, bien 5 ans devant elle avant que Nintendo fasse une toute nouvelle console. Surtout que là, ils commencent seulement à renouveler la Switch. Donc on imagine que s'ils font tout ça, c'est pas pour que dans 2 ans, la sortir complètement de la production. On imagine mal qu'il n'y ait aucun nouveau Zelda pendant aussi longtemps. Surtout vu que maintenant, la série a été propulsée dans la stratosphère grâce à Breath of the Wild. Ça va devenir une de leurs grosses licences. C'était déjà le cas avant, mais ça l'est encore davantage maintenant. En considérant cela, l'idée d'une trilogie, qui serait un arc entier de la série Zelda sur une même console, c'est une idée très séduisante. C'est quelque chose que d'autres joueurs ont évoqué bien sûr, mais de ce que moi j'en avais entendu, c'était en fait des théories basées sur les jeux du passé. En fait, certains fans pensent que la série des Zelda de Switch serait juste une grosse refonte des anciens jeux, ça je vous en ai déjà parlé. Et ils en veulent pour preuve le fait que Breath of the Wild est rempli à ras-bord de références et d'évocations des jeux précédents. Il y a des joueurs qui pensent qu'on va avoir un grand retour des voyages dans le temps. On a des joueurs qui pensent qu'on va avoir un grand retour des mondes parallèles. Comme je vous le disais, c'est pas impossible, mais ça me paraît improbable. Alors après, peut-être que je suis pas objective et que je dis ça parce que ça me plairait pas comme choix scénaristique. Mais sans aller jusqu'à parler d'un retour en force des anciens jeux, on pourrait imaginer un scénario qui serait construit sur un axe passé-futur. Le passé, ce serait la redécouverte de l'histoire d'Hyrule, Ganondorf, les anciens événements historiques, les anciens peuples, la Triforce, etc. Et comme on dit, il faut connaître son passé pour bâtir son avenir. Une fois ce passé redécouvert, ou en parallèle, on aurait la reconstruction d'Hyrule. Pourquoi pas en ramenant effectivement certains éléments d'anciens jeux. Par exemple, je suis pas une pro de géopolitique, mais j'imagine qu'une princesse seule, unique survivante de la royauté, avec un royaume dévasté et un peuple clairsemé, elle peut avoir besoin d'un peu d'aide. Et si elle allait voir chaque peuple pour leur proposer de fonder un genre de conseil, dans lequel chaque peuple serait représenté, un peu comme l'étaient les anciens sages. Après tout, on a eu les sages dans tous les Zelda, donc pourquoi pas en refaire une nouvelle version. Un conseil composé de gens avisés pour un Hyrule un peu plus démocratique. Je sais pas si c'est le mot, mais quelque chose dans le genre. Et franchement, ça, la reconstruction d'Hyrule, une nouvelle ère qui s'ouvre, plus ces histoires de Sono, de Triforce, plus un Ganondorf avec un bon background bien travaillé, ah ouais, alors là ça nous ferait un truc à la Hollywood, et ce serait digne du succès de Breath of the Wild. Et ceci, mes amis, conclut notre tour d'horizon des théories sur Breath of the Wild 2. N'oubliez pas que vous trouverez les chaînes des Zelda Tubers que je connais en boîte de description. Vous y trouverez les différentes théories dont on a parlé, sauf pour la Triforce. Je sais pas pourquoi, ça n'a quasiment pas été travaillé comme théorie, à mon grand désarroi. Pas plus que les théories d'un Ganondorf qui seraient traitées différemment par rapport au précédent jeu. Mais bon, c'est pas grave, je vous ai donné mes propres idées, et bien sûr, elles n'engagent que moi. N'empêche, est-ce que vous imaginez si tout ce qu'on a évoqué, ça se révèle exact? Genre la main magique de Link, Ganondorf, la Triforce, les sonos et tout? Mais comment ce serait trop marrant! Genre sur 1 minute de trailer, les fans ils ont craqué le scénario du jeu. Enfin, on en saura plus pendant le 3, même si je crois pas qu'on aura des grosses révélations, on pourra commencer quand même à avoir des petits débuts de quelque chose. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura un super jeu, parce que j'imagine que Nintendo mise beaucoup sur Breath of the Wild 2 pour booster les ventes de la nouvelle Switch, parce que je pense que le jeu sera probablement sur les 2 versions de la console. Donc ils ont tout intérêt à faire un super jeu. Voilà les amis, ce fut un long voyage. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à venir papoter en commentaire, toujours dans la gentillesse et le respect de chacun. Et j'espère que vous avez aimé les dessins au passage. À mon avis, on n'en a pas fini avec Zelda, mais c'est tout pour cette fois. On se retrouve très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!